Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. La nouvelle a fait la une des journaux cette semaine. L'ONU qui exige la libération du professeur Maurice Kamto. Titre le journal Le Messager. Selon des experts des droits de l'homme des Nations Unies, l'assignation à résidence du président du MRC pourrait constituer une privation de liberté en violation de ses droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. Dans un communiqué, il dénonce également l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques, les détentions arbitraires et les intimidations à l'encontre des dissidents. Mis sur le banc des accusés, le gouvernement se défend et affirme que les concitoyens interpellés n'ont subi aucun traitement inhumain ou dégradant. Le porte-parole du gouvernement tente de justifier les arrestations massives des militants du MRC en dénonçant des agissements insurrectionnels et intempestifs d'un leader politique mal avisé. Cependant, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, n'a rien dit sur la situation du professeur Maurice Kamto, interdit de sortie de son domicile par la police, la gendarmerie et l'administration territoriale depuis déjà 4 semaines. Cette attitude du gouvernement fait dire au journal Le Messager que le pouvoir veut broyer Kamto. Dès lors, que valent les arguments du gouvernement face au constat de graves violations des droits de l'homme énoncés dans le communiqué des experts de l'ONU, alors que les pouvoirs publics clament haut et fort leur attachement au principe de l'état de droit? L'interpellation d'un prêtre suscite de vives réactions dans la presse. Un pèlerinage initié à travers une marche pour prier pour la paix dans les régions anglophones. À cause d'une telle initiative, le père Ludovic Lado a été arrêté et auditionné sur ses supposés liens avec des opposants et son activisme politique. Les marches pacifiques des concitoyens camerounais appelant à la paix font-elles peur au pouvoir de Yaoundé? Le gouvernement va-t-il maintenir sa position devant une vague de contestation qui se répand sur les réseaux sociaux? Ceci après l'annonce de la mise en application d'un nouveau dispositif de prélèvement des droits et taxes de douane sur les téléphones portables, en prévoyant de collecter ces taxes par voie numérique à travers les opérateurs de téléphonie mobile et une plateforme dédiée. Le gouvernement espère mobiliser 45 milliards de francs CFA selon les estimations du magazine Cameroon Business Today. Cependant, des parlementaires, artistes, experts en économie numérique et citoyens ordinaires dénoncent une mesure asphyxiante qui cache mal l'incapacité du gouvernement à boucler ses engagements budgétaires dans un contexte de pression fiscale en vigueur depuis des années. À quoi ont servi ces recettes fiscales censées financer en partie les projets structurants? Où en est-on avec ces chantiers qui devaient transformer et moderniser l'économie camerounaise? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Édouard Fauchivet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Noufélé. C'est un plaisir de retrouver ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes communicant du RDPC, le parti au pouvoir, acteur économique spécialiste en logistique et transport. On vous écoutera sur bien des sujets dans cette émission. Et en face de vous, il s'appelle Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous mes copanélistes. Vous êtes... un bonjour particulier, si vous me le permettez, ce dimanche, à tous les militants du MRC, de la Sanaga Maritime et du Nyong-Ekele. Je précise que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et membre de la coalition pour le changement, la démocratie et la paix au Cameroun. Sur le plateau de droit de réponse, il est l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Céline Noufélé, je salue le retour sur ce plateau d'Edouard Fauchivet et je salue tous les autres co-panélistes. Je renouvelle mes amitiés et ma sincère affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission.
Le quatrième panéliste sur le plateau droit de réponse, c'est Serge Soro, analyste politique, militant de l'Union des populations du Cameroun. Serge, bonjour. Bonjour et permettez-moi d'adresser mes sincères condoléances à la famille biologique, à la grande famille de l'Union des populations du Cameroun, à tous les combattants de liberté, à la grande famille des nationalistes africains en Afrique et à travers le monde. Nous venons de perdre une grande icône, René Jacques, Sa Majesté René Jacques Ungli Massaga, alias commandant Kisamba. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous parlerons de lui en forme d'émission pour ressasser son parcours politique et ses combats pour la libération du Cameroun et la libération de bien des pays africains face à la lutte contre l'impérialisme colonial. Messieurs, d'entrée de jeu avec vous, Édouard Fauchivet, vous avez suivi cet appel des experts des droits de l'homme des Nations Unies, appel à la libération du professeur Maurice Kamto et la fin des intimidations à l'encontre des militants de l'opposition au Cameroun. Comment vous réagissez? J'ai suivi effectivement le rapport des experts. Je me suis posé d'abord une question. Et vous savez, il ne faut pas seulement voir l'incendie, il faut voir la cause de l'incendie. Vous savez, moi, je suis différent des autres qui veulent juste parler pour parler. Il me souvient que lorsque le gouvernement est en train de préparer, vouloir lancer la convocation du collège électoral régional, le président Kamto a déclaré à Mondovision que si ce collège était convoqué, il ne fera plus appel au peuple. Le peuple marchera pour aller déloger, je dis bien déloger. Le président de la République a tout dit. Vous l'avez suivi, M. Moufele. Je crois que ce que je dis, c'est pas, je ne fais pas de ragot. Mais je n'ai pas vu les experts attirer l'attention du président du MRC que sa déclaration risque normalement lui coûter cher. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état où la souveraineté est de l'ordre. Et que cette marche du 22 avait été refusée, bien que les autres pensent que, parce qu'on a souscrit au niveau international de certains accords, ces accords ipso facto doivent directement s'appliquer. On précise au préambule de notre Constitution que, bien qu'ayant souscrit, ceci doit s'appliquer dans le cadre de l'ordre de notre droit de l'application doit respecter le droit national. Quand je dis ça, je dis donc que lorsqu'on a dit que vous ne marchez pas et que vous marchez, vous allez contre les lois de la République. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que si j'avais affaire à quelqu'un qui n'avait pas fait le droit, je m'aurais dit qu'il n'y a pas de problème. Mais quand je vois un professeur émérite de droit confondre les gens, je me pose des questions. Je vais chuter en vous faisant une image. Depuis que le MRC parle de marche, avez-vous vu Maître Sim marcher? Je vous pose la question, les téléspectateurs me suivent. Est-ce que Maître Sim, avocat, est-ce que vous l'avez vu un jour marcher? Il est 3e vice-président du MRC. Il est dans le collège de défense des militants qu'on arrête. Mais lui, on ne l'a jamais arrêté. Parce qu'il est un homme de droit. Et il sait parfaitement que dans le cadre de l'application du droit, lorsque vous allez contre le loi de la République, on vous prend. Il n'a jamais marché. Je voudrais m'arrêter là. Donc, avec vous, Édouard Fauchivet, pour qu'on soit clair, vous êtes d'accord que la police, la gendarmerie soit mobilisée devant le domicile de Maurice Kamto depuis 4 semaines. Je vous ai demandé l'empêchant de sortir. Pourquoi la police n'est pas devant mon domicile? Pourquoi la police est devant le domicile de M. Sao, devant votre domicile? C'est pourquoi est-ce que lui, je dis bien, si vous avez répondu à ma question, on ne devait plus normalement être là. J'ai dit, est-ce qu'il avait déclaré à Mondovision que si le collège électoral régional est convoqué, le peuple ira déloger? J'ai bien dit déloger, parce que j'ai suivi. Déloger le président et tout dit. Pourquoi vous n'avez jamais débattu sur ça? Et vous venez débattre sur le fait que, mais c'est de l'insurrection. Quand on fait de l'insurrection, il faut payer le prix de l'insurrection. Donc c'est ça le prix de l'insurrection. Si on vous comprend bien, Édouard Fauchivet, Pierre-Emmanuel Bignam, le professeur Maurice Kamto paye le prix de son appel à l'insurrection selon
le RDPC. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position que prend le parti au pouvoir? Je vais rapidement répondre à M. Faucheveux que la police n'est pas devant son domicile, tout simplement parce qu'il chantait les louanges de Paul Biya. Ayop, Ayop, Ayop. Et à partir de ce moment, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il doit être inquiété. À partir du moment où il est du côté du monarque, du côté du despote, et qu'il passe tout son temps à le louer comme Dieu, à le magnifier, pourquoi est-ce que son Dieu pourrait envoyer la police l'inquiéter? C'est une catastrophe même, je pourrais qualifier ça ainsi. Ce qui se passe actuellement au domicile du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Voilà, président élu. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque le monsieur Faucheveux était en train de tenter de donner une réponse à cela, il a fait allusion aux accords internationaux que le Cameroun a ratifiés. Mais en le faisant, ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que les accords internationaux priment sur la loi. S'il vous plaît. La loi. Maintenant, on revient. On revient. Je ne voudrais pas que parlant de ces accords-là. Parlant de ces accords-là, voilà, avant même d'arriver à ces accords, il faut qu'il précise aux Camerounais que la loi de 90 nous autorise à manifester pacifiquement. Donc déjà, à partir de la loi fondamentale du Cameroun, qui est notre constitution, on a le droit à l'expression, on a le droit à la manifestation, encore plus pacifique. Parlant maintenant des accords internationaux, le Cameroun a ratifié à la Charte universelle des droits de l'homme. Le Cameroun a ratifié à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, dans sa résolution 281 de 2014, donne le droit au peuple de manifester pacifiquement et que tout de suite, après la manifestation, ceux qui seraient arrêtés soient libérés immédiatement. Le Cameroun a ratifié à la Commission des droits, des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, toutes ces conventions nous donnent la latitude, en tant que peuple souverain, de pouvoir exprimer nos opinions. Et dans la réponse que le gouvernement camerounais, à travers Emmanuel Sadi, a donnée à cette sortie des experts des droits de l'homme de l'ONU, il précise un endroit en nous rappelant que le Cameroun est un état de droit. Effectivement, si le Cameroun est un état de droit, comment est-ce que une manifestation comme celle-là qui est annoncée, avant même qu'elle ait lieu, l'exécutif a déjà condamné la manifestation et annoncé au judiciaire quelles sont les mesures ou bien quelles sont les punitions dont doivent encourir ceux qui seraient les auteurs de cette manifestation. Ça veut dire que, en tant qu'État de droit, le principe de séparation de pouvoir n'est pas respecté au Cameroun. Toutes ces arrestations qui ont lieu actuellement sont orchestrées par le pouvoir en place, c'est-à-dire par l'exécutif. En tant qu'État de droit, effectivement, le Cameroun a un nouveau code de procédure pénale qui voudrait que, lorsque le domicile de quelqu'un est identifiable, qu'il puisse comparaître libre. Est-ce que tous ces principes sont respectés? Non. La situation du professeur Kamto actuellement fait l'objet d'un abus indescriptible du pouvoir en place. Cette arrestation fait l'objet d'une démonstration pure et simple d'un État totalitaire qui n'a rien à y voir avec la démocratie. Donc, si les Camerounais sont mécontents, si je dis maintenant que Biya doit partir, et je répète que Biya doit partir, parce qu'il a échoué dans son bilan, c'est mon droit de dire que Biya doit partir, parce que Paul Biya a échoué avec les monsieur Faucheveux, tous ont échoué. Ils doivent être mis de côté, ils doivent être jetés dans la poubelle de l'histoire du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Lorsqu'un gouvernement échoue, lorsqu'un régime échoue, après 4 décennies, il est normal que le peuple souverain se lève pour dire que nous voulons le départ pur et simple de ce régime. À travers les urnes. Le chef de ce régime. À travers les urnes. Alors, l'expression démocratique n'est pas seulement
les élections au Cameroun. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Et si c'est le cas, pourquoi vous ne voulez pas changer le code électoral? On va en parler tout à l'heure, monsieur. On vous dit que le professeur Kamto fait l'objet d'un abus. On lui a privé la liberté d'aller et de venir. On lui a privé la liberté de s'exprimer. Il n'a jamais été signifié. C'est après que le collectif d'avocats soit allé rencontrer le DGSN qu'on leur a fait savoir que le professeur Kamto était en résidence surveillée. Mais il n'a jamais été signifié. Donc, nous sommes dans un état de dictature pure. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà pourquoi les experts des droits de l'homme des Nations Unies ont interpellé le gouvernement camerounais et leur ont demandé de lever ce bouclier qui est autour du domicile du président. Ils vont le faire. Pourquoi ils vont le faire? Parce que c'est toujours la communauté internationale qui a ordonné la libération du président élu Kamto l'an dernier. Et c'est votre seul patron que vous obéissez. Le seul patron que le régime de Paul Biya obéit, c'est la communauté internationale, encore plus l'Occident. C'est la seule voix qu'ils écoutent. On va en parler tout à l'heure, Pierre-Emmanuel Bignam. Edmond Kamdia, face à ces appels à la libération des militants du MRC énoncés dans le communiqué des experts des droits de l'homme de l'ONU, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, indique que les chefs d'accusation, les conditions d'interpellation et les mises en détention provisoire de ces militants du MRC sont conformes aux lois en vigueur et aux différentes conventions internationales ratifiées par le Cameroun. J'en appelle à vos compétences de juriste. Est-ce qu'il est dans la réalité, est-ce qu'il est concrètement établi que les conditions d'interpellation, d'arrestation et de mise en détention de ces manifestants et leur traduction devant le tribunal militaire sont conformes aux lois et conventions internationales au Cameroun? Oui, Cédric Noufélé, je voudrais dire que le porte-parole du gouvernement aurait été plus clair s'il avait indiqué précisément de quelle loi il s'agit. Parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs lois qui concernent les libertés fondamentales, qui concernent, par exemple, la loi numéro 90/055 relative aux réunions publiques et aux manifestations pacifiques. Aux manifestations publiques sont la référence en ce qui concerne les marches pacifiques, en ce qui concerne toute manifestation ou toute réunion. S'il avait cité cette loi précise, je lui aurais opposé le fait que lorsque on enfreint à cette loi, lorsqu'on marche illégalement, le maximum de la peine, c'est 6 mois. Mais on sait, depuis plus d'1 an au moins, qu'il y a des militants et sympathisants d'une formation politique de l'opposition qui ont été arrêtés et ont été condamnés à 12 mois, parfois c'est-à-dire à plus de 6 mois, plus du quantum, plus du maximum de la peine. Pour lui dire qu'en réalité, si il s'agit de la loi relative aux réunions publiques et aux manifestations publiques, je crois qu'il s'est trompé. Il s'agit peut-être d'autres lois, mais il faudrait qu'il nous dise de quelle autre loi il s'agit, puisque le champ d'action dans lequel nous sommes, c'est celui des manifestations publiques. Ça, c'est la première réserve que je pourrais opposer à ces déclarations. De quelle loi s'agit-il? Si c'est la loi sur les manifestations publiques, il s'est largement trompé. Maintenant, s'il s'agit des lois liberticides, je dis bien, s'il s'agit des lois liberticides, peut-être que bien il s'agit de celles-là. Celles qui ne correspondent pas aux manifestations publiques, mais aux actes terroristes. Si c'est la loi du 23 décembre 2014 qui porte répression des actions terroristes, oui, peut-être. Parce que là... Pas peut-être, oui. Je vous en prie. Monsieur Fauchevet, c'est le oui. Dans l'analyse, on ne doit pas être péremptoire. Dans l'analyse, on ne doit pas être péremptoire. Mais déloger un président, c'est un acte terroriste. Si marcher pacifiquement est un acte terroriste, alors là, vous avez le représentant du RDPC sur ce plateau qui s'adresse à Mondovision qu'au Cameroun, marcher est un acte terroriste. Marcher pour déloger. C'est très grave. Marcher pacifiquement est un acte terroriste. C'est le représentant du RDPC qui le confirme sur le plateau. C'est pas moi qui le dis. C'est vous qui avez dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous en prie, Edmond Kamdia a la parole. Là, j'évoquais le cadre et le champ d'action de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes terroristes. Si c'est cette loi, peut-être parce que j'ai observé qu'avant le 22 septembre et après le 22 septembre, beaucoup de personnes qui ont été interpellées, arrêtées et détenues sont
passer devant les tribunaux militaires. Et c'est ce que dit la loi, qui réprime les actes terroristes, que la juridiction compétente, c'est le tribunal militaire. Et je voudrais, sur ce point, pas seulement m'indigner, mais me poser des questions. Si une marche pacifique peut déboucher sur le tribunal militaire, je me pose des questions sur quel genre d'état de droit nous sommes. Quand des civils sans armes sont jugés devant les tribunaux militaires, ça c'est une interrogation par rapport à cette loi-là. Maintenant, s'agit-il de quelle autre loi, d'autres dispositions du code pénal qui seraient invoquées? Il faudrait qu'on nous le dise. Il faut que le ministre de la Communication soit clair. Il ne faut pas qu'il dise seulement conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Je voudrais, avant d'aller plus loin, dire que sur ce plateau, il y a eu une polémique qui a failli commencer après la déclaration, après les propos du représentant du MRC et du RDPC sur les accords et traités internationaux, leur place par rapport aux lois nationales. Je voudrais réitérer sur ce plateau ce que dit l'article 45 de la Constitution du 18 janvier 1996. Les accords ou traités internationaux régulièrement signés et ratifiés ont, dès leur entrée en vigueur, autorité sur les autres lois, sous-entendu les lois internes. Ont, j'ai dit, règlement signé et ratifié, ont, dès leur entrée en vigueur, autorité. Cela signifie quoi, concrètement? C'est que lorsque le Cameroun a signé et ratifié des textes internationaux, des accords et traités, ces textes-là sont au-dessus des lois nationales. Sont au-dessus, je précise. C'est ce que dit l'article 45. Allez le relire. Pour ceux qui ne le savent pas. Ces textes sont au-dessus des lois nationales. Cela signifie qu'ils ont primauté sur les lois nationales. Et que s'il fallait invoquer, débattre de la question, le débat ne se poserait plus. Parce qu'on les a signés et ratifiés. Et cela correspond à la procédure en vigueur. Et lorsqu'ils sont, ces textes internationaux sont signés et ratifiés, ils font désormais partie du dispositif, du droit positif camerounais, sont invocables. Après vous, Edmond Kamgia, Serge sera sur ce débat autour de la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des manifestants du 22 septembre et le leader du MRC, Maurice Kamto. Que pensez-vous de la position du gouvernement qui estime qu'il y a eu des agissements insurrectionnels et qu'il y a eu un dispositif juridique qui a été mis en place à l'encontre de ces manifestants-là? Vous voyez, je suis à la fois, ce serait peut-être manquer de respect si j'ai dit amusé et gêné. Parce que de la stature de mon parti politique, l'Union des populations du Cameroun, et de la lecture que j'ai souvent entendue, je regarde la marche qui nous reste pour construire une vraie citoyenneté et je me rends compte que nous avons encore du chemin à faire. Je ne sais pas si on pourrait avoir le temps. Rien que cette question peut me prendre 2 heures parce que je voudrais m'adresser à chacun de mes copanélistes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route, même si cela semble être des vérités. Si je commence par Edmond, parce que j'ai entendu souvent ce débat à travers votre chaîne sur la question de la Constitution. Non, ne racontons pas si nous voulons former nos citoyens. Toutes les constitutions le disent à travers le monde, mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que dans ces textes, on dit qu'il faut toujours un décret d'application. Et au niveau international, il y a 2 types de lois. Il y a des lois qui ont des emprises sur l'espace international. Par exemple, la loi sur la pollution marine, la loi sur la guerre. C'est autre chose. Quant aux dispositions, par exemple, sur les droits de l'homme, moi, je vais vous prendre des cas pratiques. Vous connaissez le général Magnan, Joseph Abraham Magnan, le commandant des forces coloniales, de la première division coloniale française. Eh bien, c'est lui qui a assassiné les soldats africains à Tcharo. Il n'a jamais été jugé. La France est la patrie des droits de l'homme. Vous avez vu tout ce qui s'est passé après la mort de Floyd aux États-Unis? Donald Trump a sorti la 3e force contre la Constitution américaine. La Constitution américaine dit que le peuple américain a le droit de prendre les armes. Donc, et puis vous oubliez une chose. Toute cette toile d'araignée de loi n'a pas été faite pour la liberté des Africains. Jamais. Elle est faite dans le cadre de la charte de l'impérialisme pour brimer les Africains. Donc moi, je voudrais que nous ayons une démarche citoyenne interne.
Je sais que ça peut réconforter Edouard, mais cela n'est pas un espace pour que ceux qui nous dirigent mal continuent à mal gouverner. Parce que, disons d'abord la vérité aux Camerounais, nous avons une indépendance de façade et une démocratie de façade. Et je reviens sur Edmond. Tout ce qui peut être sujet à interdiction n'est pas autorisé. La loi de 90 que j'entends souvent les juristes débattre tous les jours, il faut que certains d'entre nous sortent du droit et rentrent peut-être dans la littérature pour comprendre. Dès qu'on dit que quelqu'un a la capacité de dire non, ça veut dire que ce n'est plus de la simple déclaration. Cette loi-là dit que si on vous interdit, elle est mauvaise. Ça, soyons d'accord. Parce que moi, je suis de l'Union des populations du Cameroun et je crois que j'ai toujours dit que pour moi, le régime Ahidjo Biya, c'est un régime d'Ojula. C'est une autre voie qu'on nous a donnée qui n'est pas propre à nous développer, mais elle est là. Et nous la combattons depuis 1948. Contre tout le monde, y compris ceux qui font souvent semblant. C'est pour ça que souvent je suis gêné, parce que ce qu'on fait dans ce cas, on est en train de le faire de l'opportunisme de conjoncture. On est en train de faire du militantisme nihiliste. On est en train de faire ce qu'on pourrait appeler de l'opposition de villégiature. C'est-à-dire quand on est d'un camp, on dit que c'est bon, mais quand on n'est plus de ce camp, on veut dire aux Camerounais que c'est mauvais. C'est pas comme ça qu'on construit la citoyenneté. Je suis désolé. Je suis d'autant plus désolé qu'il y a en matière de combat des choix stratégiques. Si vous faites un choix stratégique, vous le déclarez. C'est-à-dire si l'Union des populations dit qu'elle va marcher, sachant que la loi l'interdit, eh bien nous allons marcher. Je vous dis par exemple un cas que nous allons mettre sur la table bientôt. Cette affaire de contrôle aux entrées des villes, c'est illégal. On ne peut pas faire. Je m'adresse par exemple à mes frères et sœurs et petits-enfants qui sont dans l'armée et la gendarmerie. Pourquoi faire descendre vos parents pour qu'ils marchent 200 mètres pour une carte d'identité? À partir d'aujourd'hui, je demande aux Camerounais de ne plus descendre des bus. Ce n'est pas normal. Et ce n'est que dans une construction citoyenne comme ça qu'on peut amener à changer. Parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Une fois qu'on sait que ce n'est pas bon, eh bien, on ne peut pas tendre la main à ceux qui nous ont enfoncés pour leur demander. L'ONU, depuis ses, je crois, 69 interventions, l'ONU a fait une intervention qui allait à la faveur d'un pays africain. Jamais. Je vous prends un cas. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Partout, quelqu'un était élu, on a vu l'armée française venir déloger un président élu, l'ONU n'a rien dit. On a vu les constitutions commencer à être changées dans 3 pays où la France est en train de piétiner les populations et les exploiter. Le Mali, le Niger et la Guinée. La communauté internationale, le droit, l'ONU n'existe pas. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Cette commission d'experts, je ne sais même pas d'où elle sort. L'ONU a des manières légales d'agir. L'ONU n'agit pas par appui de cette commission. Ce qu'ils veulent faire là, c'est en fait endormir le peuple camerounais pour le distraire sur ses vrais combats de droit. Ouais. Les vrais combats de droit que les Camerounais mènent depuis 1990, c'est construire une démocratie consensuelle et sortir de la démocratie de l'exclusion. Éviter des fautes comme celles que nous commettons depuis 1992 qui font que le parti, un certain parti, a confisqué le pouvoir pour lui seul et ceux qui y sont pensent qu'ils vont construire l'avenir de leurs enfants par dynastie. Pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on convienne d'abord d'un minimum et d'une approche consensuelle. Parce que si nous rentrons dans ce qu'on sert aux autres pays africains, par exemple la descente sur les rues, le Mali a déjà fait 4 coups d'État. Le Mali a-t-il bougé plus que le Cameroun? On a vu ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Quelque chose a bougé là-bas. En Égypte, c'est l'armée qui continue à mater les gens. En Algérie, ceux qui étaient là avant sont revenus. Le front islamique a été muselé avec la complicité de la communauté internationale. En Tunisie, la démographie est confisquée. Au Gabon, c'est de père en fils, personne ne parle même quand on rate les élections. Non. Non, moi je ne peux pas accepter que des Camerounais, au XXIe siècle, continuent à pleurnicher en tendant la main à l'extérieur, alors qu'ensemble nous pouvons construire autre chose. Alors sur le cas Serge Soro, et sur ce manifestant, voilà, moi je dis arrêté, on doit traduit devant le tribunal militaire. Bon, maintenant, que faut-il faire dans le cadre de cette situation précise? Voilà, voici ce qui doit être fait. Déjà, il faut reconnaître, parce que souvent les avocats n'aiment pas dire la vérité aux gens. La loi peut être mauvaise, il faut reconnaître qu'on a violé la loi. Maintenant, appeler à une dynamique citoyenne pour qu'on les libère. Moi, si j'étais le chef de ce parti, seulement je suis sur un plateau de télévision, je sais ce que je pouvais faire pour qu'on les libère, puisque j'ai été dans cette situation. Et j'ai été libéré. Pas parce que les avocats ont plaidé.
Mais parce que les militants ont montré que si ça continue, nous tous on a lien. Demandez-moi, si les 5 000 militants, on m'a dit que le MRC a eu 500 000 voix. Si les 500 000 militants, 50 000 militants qu'ils disent souvent qu'ils ont là, s'en vont s'asseoir à la prison de Neubel, on va les enfermer. Qu'est-ce qu'ils attendent dehors? Moi, j'exhorte les citoyens camerounais qui veulent que la démocratie avance, de se concerter d'abord et d'avoir les actions positives qui ne font pas reculer la République, mais qui donnent aux citoyens, par exemple, je vais citer un autre élément. Est-ce que vous savez, vous avez évoqué une taxe maintenant qui va arriver, est-ce que vous savez que, par exemple, Eneo et Kamwate sont parmi les structures par lesquelles l'administration camerounaise chosifie les citoyens au détriment des administratifs? Pour faire descendre les administratifs, il faut que les citoyens comprennent d'abord leurs droits, qu'ils conviennent de comment ils vont les défendre, et après qu'ils se mettent en marche, en ordre de marche pour les défendre. Actuellement, nous avons une société civile qui a suffisamment d'hommes de droit qui peuvent permettre que l'administration cède. Parce que ce que je dis à l'administration, c'est qu'il est illégal. Même si vous dites que c'est légal parce que la loi existe. Quand une mauvaise loi existe, en fait, il faut savoir, n'est-ce pas, jouer de la psychologie, comme les arbitres souvent lors d'un match de football. Justement. Pour ne pas enfoncer le clou et ne pas aggraver la situation de crise, il faut libérer ces Camerounais et continuer à discuter avec tous les Camerounais. Nous sommes obligés d'être ensemble dans la nation, mais nous ne sommes pas obligés de regarder dans la même direction. Après vous, Serge Sor, Edouard Fauchivé, dans la communication du gouvernement, nulle part il n'a été précisé la situation du professeur Maurice Kamto. Pourtant, les experts des droits de l'homme de l'ONU ont déploré le fait que son assignation à résidence de fait est une violation de ses droits. Pourquoi le gouvernement reste silencieux sur cette question de l'encerclement du domicile d'un leader politique par les forces de gendarmerie et les forces de police? Vous voyez donc, vous revenez maintenant pour donner force à la loi. Et c'est pour ça que je dis, jusqu'à maintenant, j'ai posé à l'entrée de notre discussion, personne de vous, en faisant le tour de table, j'ai dit, Maître Sim n'a pas marché, personne n'a parlé. Deux, j'ai dit, est-ce que lui, la cause aujourd'hui de tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il a déclaré qu'on devait déloger un président qui est installé. Alors, le ministre de la Communication a publié dans son communiqué les extraits des propos de Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a déclaré que s'il y a convocation du corps électoral, du collège électoral pour les élections régionales, il va appeler à des manifestations pour le départ du président de la République. Alors, il n'a pas indiqué qu'il va aller déloger le chef de l'État. Pour le départ, un président de la République qui est déjà installé par les organes constitutionnels va être maintenant amené, on va marcher pour le faire partir, son départ. Vous appelez ça quoi? C'est l'insurrection. Et je voulais donc dire que c'est clair et net. C'est pour ça que quand vous étiez en train d'interroger la fameuse loi, laquelle loi le ministre de la Communication disait, c'est cette fameuse loi du 23 qui veut que tous ceux qui se lèvent contre l'État doivent être considérés comme des terroristes. Mais comment une loi antiterroriste qui a été mise en place pour, disait le gouvernement, pour faire face à la lutte contre Boko Haram à l'extrême du Cameroun, est maintenant utilisée contre des dissidents politiques. Mais on a dit, affirme leur quand on dit faire partie, mais monsieur Noufélé, quand on dit faire partie un président de la République, cette marche, c'est vous qui la qualifiez aujourd'hui de marche pacifique. On pouvait marcher avec les arbres. Il n'y a rien qui... Vous venez de déclarer effectivement ce qui s'est passé, à savoir faire partie un président de la République. Je doute fort qu'on puisse marcher pour venir faire partie un président de la République. On ne peut marcher pour faire partie un président de la République que s'il y a quand même certains éléments d'accompagnement. Donc il y a l'inquiétude et c'est ça, la sécurité de l'État doit prendre des dispositions pour éviter que cette marche puisse avoir lieu. Voilà déjà. Et je voulais donc dire que pour moi aujourd'hui le but n'est pas de garder tous ceux qui sont retenus. Et je vais dans le cadre de ce que le docteur Soro disait, c'est il faut que je vais attirer l'attention des Camerounais qui nous suivent. Que lorsque, et je reviens toujours sur le cas de Maître Sim, c'est un cas c'est un exemple qu'il faut suivre. Le jour où Maître Sim sera arrêté devant une marche, je vous assure que je saurai que
ce qu'ils sont en train de dire, c'est du vrai. Pourquoi vous faites une fixation? Mais parce que c'est un homme de parti politique. Parce que c'est un homme de... Suivez-moi, monsieur Moufélé, je vous explique donc. Suivez-moi donc, je vous explique. C'est parce que c'est un homme de droit. Comme je l'ai dit et comme le docteur Soro l'a dit, il connaît parfaitement que s'il marche, on va le prendre. Il le sait. Mais il excite les pauvres qui ne maîtrisent pas les données de droit pour qu'ils marchent. Et il vient le lendemain avec la toge d'avocat pour se mettre devant et commencer à plaider pour qu'il sorte. Je le dis et je répète, il me suit. Le mardi a été déclaré comme leur journée de marche. Que mardi, dans 2 jours, qui se mettent devant une marche. Vous n'allez jamais de mémoire d'homme. On nous suit à Monde Vision. Je n'ai jamais vu Maître Sim devant. Autrement dit, je n'ai jamais vu les avocats. J'aimerais qu'on Je n'ai jamais vu. Je suis pas sur ce plateau. Oui, je veux qu'on s'intéresse au cas de ces centaines de manifestants. Ces centaines de manifestants devant le tribunal militaire. Quelle image vous voulez renvoyer à la communauté internationale? Je veux qui ont manifesté et qui n'ont rien cassé, puisque jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas dit qu'il y a eu des casses. Mais c'est ces manifestants sont traduits devant le tribunal militaire. Quelle image on renvoie cette image internationale, effectivement, des Camerounais? Cette image, commençons d'abord par dire à la communauté internationale que un parti politique n'est pas un champ de déclaration. Que avant de venir, comme les experts sont venus, normalement intervenir, je peux dire, pour demander dans leur libération, qui disent aux responsables politiques, particulièrement aux responsables du MRC, qu'il y a certaines déclarations qu'un homme politique ne fait pas. À savoir, dire par exemple qu'on va chasser par exemple quelqu'un qui est institutionnellement assis. Et que même dans le cadre du droit qu'eux ils défendent au niveau international, ça ne se fait pas. Qu'on commence d'abord par faire. C'est pour ça que les partis politiques, et j'ai l'habitude de citer l'UPC, c'est les partis politiques qui ont donné l'éducation à la base. Les centaines de militants qui sont au lieu de 600, vous voyez déjà que dans leur rapport c'est 600, les centaines de militants qui sont donc retenus aujourd'hui sont des naïfs. Je le dis à haute voix, ce sont des naïfs. Nous pouvons bavarder, monsieur Biya n'a pas marché d'un heure. Il est là sur le plateau, il n'a pas marché. Donc, je demande donc, au lieu donc de les garder des naïfs, au lieu de garder des naïfs, que cette leçon de 2 semaines, qu'on les laisse. Qu'on les laisse. Parce qu'en réalité, ce sont des naïfs. Mais qu'on soit très attentif maintenant aux appels. Et que lorsque, vous avez vu dans les années de Braise, des années 90, il était jeune, j'étais avec M. Soro, quand les responsables politiques lançaient les appels, les Foundi, les Bois étaient devant. Je le répète, les responsables qui lançaient les appels de marche étaient devant. Quels sont les responsables du MRC, le 22, qui étaient devant? Et c'est pour ça que de Bafang, de Bafoussam, de Tchang, Douala, vous qui m'écoutez, quand il y a marche, soyez en back office. Laissez les responsables devant. C'est ça la politique. Après vous, Edouard Fauchivé, Pierre-Emmanuel Bignam, les critiques du RDPC sur l'attitude de l'opposition, notamment le MRC, qui souhaite, selon le RDPC, déloger le chef de l'État. Est-ce que vous êtes dans une logique insurrectionnelle, comme le prétend le RDPC? Bon, moi, je tiens d'abord, avant de rebondir sur les propos de M. Fauchivé, après avoir écouté l'exposé, le brillant exposé de M. Soro, mon frère, je dis Alléluia, Amen. La messe est dite. Parce que dans l'exposé de M. Soro, on dirait qu'il est en train de décrire un autre Cameroun dans lequel nous tous, nous ne vivons pas. Vous êtes jeune. Il est mieux que moi pour savoir que depuis 1948, aucun gouvernement camerounais, aucun régime de Ahidjo Abia n'a jamais prêté l'oreille au peuple camerounais, n'a jamais écouté le peuple camerounais, n'a jamais considéré les préoccupations du peuple camerounais. Je suis d'accord avec lui que les 2 régimes, Ahidjo et Biya, sont ajulatistes et que ce sont des régimes qui sont au service du colon. Que vous adorez aujourd'hui. Il y a une chose que M. Soro doit savoir. On ne peut plus, à un moment donné, continuer à attendre une manne qui viendrait
de ces régimes-là pour nous permettre d'accéder à une démocratie. Comme pourrait dire une démocratie respectable. Ce régime-là ne nous donnera jamais nos libertés individuelles et collectives si on ne continue pas la lutte. Il ne coûte pas, M. Soro, peine perdue de dire que nous devons bâtir une citoyenneté avec des gens qui sont comme des bourreaux avec le marteau en main. Tout à l'heure, M. Fauchivé a dit que lorsqu'on annonce le départ d'un président, ça veut dire qu'on a pris les dispositifs. Il a fait le geste en montrant qu'il s'agit des armes. Vous voyez la façon dont eux, ils comprennent les choses. Lorsque les manifestants, les gens de la société, les acteurs de la société civile, les partis politiques et autres se lèvent aux États-Unis pour dire Trump doit partir, en France pour dire Macron doit partir, et manifestent. D'aucuns on donne l'autorisation de manifester, d'autres on ne délivre pas, mais manifestent. Est-ce qu'on les juge dans les tribunaux militaires avec des lois antiterroristes? Est-ce qu'ils manifestent avec des armes blanches? Je vais vous rassurer une chose. Avant même les manifestations du 22 septembre, les forces du changement ont pris sur elles de dénoncer. On a commencé à collaborer avec les forces du maintien de l'ordre. Que je respecte d'abord le professionnalisme pour certains. Ils sont aux ordres, mais je vous rassure que parmi eux, il y a des gens qui méritent le respect. On a commencé à collaborer avec eux, de sorte que dans nos rangs, avant la marche, si on soupçonnait seulement quelqu'un qui aurait l'intention de faire virer la marche à quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas pacifique, ou d'avoir sur lui une arme blanche ou n'importe quelle forme d'arme, on devait les livrer à la police. Nous avons signifié la police de cela. Il y a même un communiqué du délégué régional du MRC, Littoral 1, qui a été fait dans ce sens-là. Pendant la marche, il y a un dispositif qui a été mis en place pour veiller et se rassurer que systématiquement personne ne porte aucune arme sur lui. Et même à période après la marche. Donc, comme pour dire que cette marche était pacifique. Alors, je reviens maintenant sur ce qui donne autorité à Kamto de dire que si Biya ne fait pas ça, si le président Paul Biya ne fait pas ça, je vais demander son départ. Nous allons demander son départ. Je vous dis pourquoi Kamto le dit. Kamto le dit en tant que président élu le 7 octobre 2018. Nous connaissons tous l'histoire du hold-up électoral dont le candidat Kamto, le président élu son excellence Maurice Kamto, a fait l'objet, dont il a été victime. Donc, le président Paul Biya actuellement, qui est là, son mandat est légal, mais son mandat n'est pas légitime. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que c'est le cœur du bandit qui bat. C'est sur cette autorité que le président élu, Maurice Kamto, à qui les Camerounais ont accordé leur suffrage le 7 octobre 2018, se permet d'attirer l'attention du président illégitime, Paul Biya, que vous avez arraché ma victoire en 2018. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je vous ai accordé le crédit de continuer à présider aux affaires du Cameroun. Mais à ce stade où nous sommes, un stade où la guerre du nord-ouest et du sud-ouest ne fait que s'empirer. L'escalade de la violence atteint son paroxysme. La rentrée scolaire des régions du nord-ouest et du sud-ouest est prise en otage. Les populations sont déplacées à hauteur de près d'1 million. Il y a déjà plus de 10 000 morts, selon certaines indiscrétions, selon certains rapports. Il attire son attention pour lui dire qu'il faut qu'avant la tenue de toute autre élection, que nous ayons mis un terme à cette guerre qui est en train de détruire notre population, cette guerre qui nous a fait perdre 30% de notre PIB, cette guerre qui a paralysé l'économie dans cette partie du pays, cette guerre qui a dispersé les populations, qui a tué ces deux régions-là, qui font partie du Cameroun. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, attire l'attention du président illégitime Paul Biya, quoi qu'il soit aux affaires aujourd'hui, que les crises engendrées
au lendemain des élections présidentielles, électorales, législatives et municipales, peuvent un jour engendrer à une guerre civile. Raison pour laquelle nous devons rapidement et urgemment, et ce qui est l'apanage de toute la classe politique nationale et même internationale, de trouver un code électoral consensuel, d'où je rejoins la position de M. Soro. Pas pour les régionales. De trouver un code électoral consensuel. Pas pour les régionales. Parce que nous ne pouvons pas continuer sur ce rythme-là sans qu'il y ait ces préalables, ces deux préalables. Pas pour le Alors, régional. dites-moi, quel est ce compatriote qui se préoccupe pour son pays, le devenir de sa nation, le bien-être de sa population, et qui attire l'attention de ceux qui sont aux affaires, de faire gaffe par rapport à ces choses-là, de mettre en place ce type de résolution pour garantir une paix sociale, pour garantir une paix politique, pour garantir une prospérité économique dans son pays, et qui aujourd'hui soit jugé comme étant un terroriste ou comme étant quelqu'un qui appelle à l'insurrection. Voilà les raisons fondamentales qui ont été l'objet ou le leitmotiv de ce qui a poussé les forces du changement à descendre dans la rue le 22 septembre, malgré tout ce qui a été mis en branle par la puissance policière du régime de Paul Biya. Nous sommes descendus pour manifester notre mécontentement. Maintenant, je reviens à lorsqu'il Mais il va pas faire il parle de Maître Sim tout le temps qui ne marche pas. Je vais lui rappeler qu'il a reconnu lui-même que le professeur Maurice Kamto, le président élu, son excellence Maurice Kamto, est un éminent juriste. Il a marché en Dokoti. Tout le monde a vu le 26 janvier dernier. Tout le monde a vu comment il a marché en Dokoti. Le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous avons vu John Fundi marcher. Nous avons vu les maîtres Tchunga marcher pendant les années de Blaise, dans les années 90. Des éminents avocats. Nous avons vu de très grands avocats marcher dans ce pays. Donc, lui seul sait pourquoi il prend toujours l'exemple de Maître Sim. Mais je pense que c'est une technique de diversion, puisque le RDPC ne connaît qu'une seule chose. Justement, c'est tête des gens. Ça ne marchera pas avec les forces du changement. Edmond Kamgam a maintenant la parole. Le Messager, en analysant les propos du ministre de la Communication, pense que le pouvoir veut broyer le professeur Maurice Kamto. Quel est votre regard sur ces réactions du gouvernement et l'attitude des Nations Unies à travers les experts des droits de l'homme? Oui, avant de répondre à cette question, M. Noufele, je voudrais réagir par rapport aux propos de M. Soro. Monsieur Soro. Monsieur Soro. Oui, je trouve qu'il y a une grosse contradiction dans ses propos lorsqu'il répond. S'il te plaît. Oui, je dis il y a une grosse contradiction parce qu'en même temps, il dénonce les gouvernements successifs des régimes Ahidjo et Paul Biya. En même temps, il soutient des lois liberticides. Non, je les soutiens pas. Mais vous avez dit que les lois sont mauvaises. J'ai dit qu'elles sont Vous reconnaissez les lois mauvaises? Elles sont là, oui. Elles sont là, oui. Mais ce sont les lois liberticides. Oui. Ce sont les lois liberticides. Et vous savez très bien, en tant que UPCiste, que le parti qui a le plus souffert de la répression, c'est bien l'UPC. Mais c'est pour cela que j'ai dit que c'est une grosse contradiction. Voilà. Non, c'est pas vous une contradiction. dénoncez les régimes répressifs, des régimes successifs répressifs. Mais en même temps, vous appréciez les lois liberticides qui continuent à réprimer. Edmond, s'il te plaît. Il a la parole. Il vous a écouté tout à l'heure. Vous écoutez. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je vous ai écouté. Réagir après. Je vous ai écouté. Oui, mais j'ai pas. C'est une contradiction. J'ai pas. Vous allez pouvoir J'ai décrit ce qui existe. Edmond Kamgam a la parole. Et dans ce que vous avez décrit qui existe, il y a une grosse contradiction. Vous ne pouvez pas à la fois dénoncer les régimes successifs, répressifs d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya et apprécier les lois mauvaises, liberticides qui existent, notamment la loi sur les actes portant répression du terrorisme. Vous savez, vous-même dites que les lois sont mauvaises, mais il faut les respecter, il faut les appliquer, parce que même comme elles sont mauvaises. Ou les combattre. Vous n'avez pas dit où les combattre. Si. Vous l'avez pas dit. Vous les avez pas dit. Vous l'avez pas dit où les combattre. C'est important que je le dise parce que je suis petit-fils du péciste. Je suis neveu du péciste. Et je sais comment mon grand-père est mort. Il était upéciste. Et quand je vois un upéciste qui soutient la répression, je suis ahuri. Je suis vraiment ahuri. Parce que tous vos propos de tout à l'heure ont porté carrément dans le sens du soutien au régime en place.
des lois mauvaises qui répriment, qui permettent de juger des marcheurs pacifiques devant les tribunaux militaires. Je suis ahuri, monsieur Soro. Écoutez, je vais avancer parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que nous sommes dans un débat sérieux. Et on nous écoute. Des personnalités nous écoutent. Voilà. Il faut qu'on dise des choses sérieuses. Voilà. C'est pour ça que dans l'analyse, il faut évoquer les différents aspects et ne pas laisser passer des choses qui sont difficiles, qu'on ne comprend pas bien. C'est pour cela que je tenais à réagir. Parce que vous avez dit tant de choses sur l'ONU et autres. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est un autre débat. C'est tout un autre débat. Moi, je m'arrête sur le Cameroun, sur les lois qui sont mauvaises, sur le grand bond en arrière. Parce que, officiellement, la loi qui porte répression de la subversion, l'ordonnance du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, a été abrogée par une loi de 90. Mais la plupart des dispositions de cette loi-là ont été distillées dans le code pénal et dans la loi portant répression des actes terroristes. Et visiblement, vous demandez aux Camerounais d'apprécier la loi qui réprime le terrorisme, dont l'essentiel, une bonne partie, a été utilisée contre l'UPC dans les années d'avant l'indépendance et après l'indépendance. La loi portant... Parce que, expliquez-nous comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en 2020, poser des actes qui n'étaient posés qu'avant 1990. Qu'avant 1990, on vient chez quelqu'un, on l'interpelle, avant une marche. Parce qu'il est soupçonné. Juste le soupçon, on le soupçonne de vouloir marcher. On n'a aucune preuve matérielle de sa volonté de vouloir marcher. Et ça me rappelle l'affaire Yondo Black. Yondo Black a été arrêté avec Ekane Anissé, Henriette Ekoué, Vincent Foucault, Albert Moucon, soupçonnés de tentative de vouloir créer un parti politique. C'était la loi sur la subversion, M. Soro, je vous le rappelle. Je suis surpris, ce n'est pas l'UPC qui doit soutenir l'arbitraire. Les lois mauvaises qui nous font reculer de 65 ans. Parce que la subversion, la loi sur la subversion date de 1962. Et ce sont des lois. C'est malheureusement. Oui. Mais c'est ça qui La il loi faut. sur l'apartheid Mais ce était sont une des loi. La loi sur l'apartheid était une loi, monsieur. En attendant qu'on les Les lois abroge. discriminatoires aux États-Unis, qu'on les en Afrique du Sud, étaient des lois. En attendant des lois injustes et mauvaises. En attendant qu'on les abroge, ce sont des lois du Cameroun. À la parole. En attendant qu'on les abroge, ce sont les lois du Cameroun. Vous pouvez crier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ces lois sont applicables au Cameroun. Je terminerai par une dernière chose. Monsieur Sor a cru devoir me contredire en nous parlant d'un éventuel décret d'application. Je voudrais qu'il me dise la disposition de la Constitution qui dit que lorsque nous avons signé et ratifié un accord international, un traité, il faut un décret d'application pour que la loi soit exécutoire. Quelle est la disposition de la Constitution qui prévoit qu'il faut un décret d'application pour lorsque nous avons signé et ratifié un texte qui a une autorité supérieure à la loi, article 45, article 2 du Code pénal, parce que les lois et traités internationaux s'imposent aux lois, y compris au présent Code. Dites-nous, où est-ce qu'on a mentionné qu'il faut un décret d'application pour que, lorsqu'ils sont incorporés dans un autre texte, qu'ils soient appliqués? Je parle du droit. Je suis dans le droit. Je vous permets de répondre. Je vous en prie, restons sur la question précise de l'attitude du gouvernement et bien sûr des experts des droits de l'homme. À quoi faut-il s'attendre après cette réponse du gouvernement qui estime qu'il y a 176 personnes qui ont été libérées et qui reconnaît avoir traduit 118 autres personnes devant le tribunal militaire, notamment à Yaoundé, Douala et Bafoussam. À quoi faut-il s'attendre après cette première pression exercée par les experts des droits de l'homme de l'ONU? Je crois que cette pression a commencé à porter des fruits. Pourquoi? Parce que avant que les experts des droits de l'homme de l'ONU, qui, je le rappelle ici, sont des experts indépendants, pour répondre à un panéliste, Monsieur Sor, ce sont des experts indépendants. Ce ne sont pas des fonctionnaires de l'ONU. C'est des experts indépendants qui travaillent à la commission d'expertise sur les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'eux. Ils sont indépendants. Vous pouvez le vérifier. Il faut le vérifier. C'est pour dire que la pression a commencé à porter des fruits parce qu'avant qu'ils n'interviennent, ils ne fassent leur communiqué, le gouvernement n'a jamais dit exactement quel était le nombre de personnes interpellées, arrêtées et en détention dans les unités de police et de gendarmerie et dans nos prisons à Douala et à Yaoundé. Il a fallu
qui est cette réaction-là. Qui dit 600 pour qu'on donne? Le MRC a dit environ 600. Et puis, après ce communiqué des experts, le gouvernement a réagi en donnant pour leur part le nombre qu'ils estiment être... je dis bien. Si je suis perturbé tout le temps par M. Edouard Fouché, non, vous avez la parole, Edmond. Allez-y. Je sais que c'est une technique. Je sais que c'est une technique. C'est parce que je ne te reconnais La pas. perturbation, Moi, je c'est ne une reconnais pas technique. que les avocats du MSC ne puissent pas dire combien de militants sont interpellés. Il dit à peu près 600. Je tombe de nu. Je ne parlerai pas au nom du MRC parce que je n'en fais pas partie. Mais je dis, ils ont dit c'est environ autour de 600. Environ 600. Le gouvernement a donné le nombre qu'ils estiment juste pour leur part. Parce que les détenus comptent le nombre de détenus. Je vous en prie, Edmond, allez-y. Je peux vous dire par exemple, parce que ça je l'ai vérifié, ils sont 77 qui ont été interpellés, arrêtés et qui, après le tribunal militaire, qui se retrouvent à la prison centrale de Neubel. Ils sont 77 à Neubel. Je n'ai pas les chiffres exacts pour d'autres unités de police et gendarmerie. Dans ce cas, je dis pour le cas où je suis, on ne où donne pas les chiffres exacts. Et on ne donne pas les experts de l'ONU. Il y l'ONU. en a qui sont au 7. Les experts de l'ONU du monde entier donnent 600. Ils n'ont pas indiqué de chiffres dans leur communiqué. Avançons. Je n'ai pas encore répondu à la question. Oui, je vous en prie, Edmond. Allez-y rapidement. Je partage la titraille du messager qui affirme que le processus qui vise à broyer Maurice Kamto est en marche. Parce que jusqu'à ce jour, on ne sait sur quelle base. Quand je parle de base, c'est le juriste qui parle. Quel est l'acte juridique qui permet de savoir exactement la situation dans laquelle se trouve le professeur Maurice Kamto? Aucune base juridique. C'est une séquestration. On aurait pu parler clairement d'assignation à résidence ou de résidence surveillée s'il y avait un acte juridique qui avait été pris et notifié à la personne concernée. Jusqu'à ce jour, cet acte n'existe pas. Et je comprends pourquoi les avocats du collectif ont porté plainte, y compris pour voie de fait. Et je comprends également pourquoi les experts de l'ONU ont demandé de libérer les lieux aux forces de sécurité qui sont autour de son domicile, de libérer les lieux. Parce que visiblement, on est dans une situation illégale, dans une situation arbitraire. Et je suis désolé de constater que les premiers juges qui ont réagi, notamment les juges de référé, lorsque les avocats ont fait une plainte, ils ont fait ce qu'on appelle le déni de justice. Ils ont refusé de dire le droit. Je m'arrête là pour le moment. Finalement, l'audience s'est tenue il y a quelques jours, renvoyée pour le 29 octobre prochain pour la production des écritures des administrations qui ont été traînées en justice par le MRC. Et Serge Soro, lorsqu'il y a eu de telles tensions politiques au Cameroun, avec ce bras de fer juridico-politique, comment on en sort concrètement au regard des prises de position à la fois du pouvoir qui reste campé sur sa position selon lesquelles ce parti politique est dans une démarche insurrectionnelle et celle du MRC qui interpelle le gouvernement sur sa gestion en dénonçant l'illégitimité de son président? Cédric, je crois qu'il faut commencer à prendre des postures d'homme d'État pour faire fonctionner les partis politiques au Cameroun. Parce que la confusion à laquelle Edmond a voulu se livrer relève des stratégies du Goulag des anciens régimes socialistes. Parce que mon débat a été clair. J'ai dit que nous sommes dans les indépendances de façade, des démocraties de façade, des lois liberticides. Mais ça, c'est le cadre qui existe. Et j'ai dit que pour mener une telle bataille, il faut d'abord former. C'est comme à la guerre. Vous n'allez pas à la guerre avec des gens militairement nuls. Vous leur donnez un minimum de formation. C'est ce que je voudrais dire, M. Bigna. C'est-à-dire que si vous continuez à dire que vous avez peur d'eux, personne ne peut rien contre eux, mais dans ce cas, quittez la scène politique. Comme vous n'êtes pas... Nous vous disons, et j'ai dit, et j'ai pris des exemples, par exemple sur le courant et l'eau, de ce qu'on peut faire. Si on n'est pas capable de le faire, mais dans ce cas, on arrête. Dans ce cas, on arrête. Je vous garantis que si nous, à l'Union, quand nous allons le faire bientôt à l'Union des populations du Cameroun, nous allons faire comme si ces lois n'existaient pas. Pourquoi ? Parce que si nous sommes sûrs de notre légitimité, bien que sachant que la loi est contre nous, nous allons la combattre. Mais vous pouvez être considéré comme quelqu'un qui appelle à l'insurrection au regard je n'ai pas de peur. cette volonté de Si c'est pour ces propos, je vous l'ai dit que j'ai demandé à tous mes concitoyens dans le bus de ne plus descendre. Et ça, je m'en fiche de ce qui adviendra. C'est ça la posture et je serai devant.
Et je ne descendrai plus du bus. Je vous le dis à Mondiovision, je ne descendrai plus du bus. Vous savez qui a mis ces lois? Et vous savez, je vous explique un peu. C'est Hitler qui a demandé les contrôles policiers où on voulait descendre. Pourquoi? Parce que l'homme en tenue était considéré dans l'Allemagne comme la dernière des fonctions. Et pour montrer au peuple, comme il préparait son affaire, pour montrer au peuple que c'est le soldat qui est devant, quel que soit ton niveau, tu descendais et tu présentais et tu marchais. Pour qu'on te montre que c'est l'homme en tenue qui est devant toi. Et voilà ça qu'on répète. Mais dans le cas du Cameroun, c'est la même chose. Ce n'est pas des... Non. Edouard le sait très bien. Edouard le sait très bien. Dans des gangs de bandits. La seule chose qui marche bien au Cameroun, c'est le renseignement. Ces messieurs n'ont pas besoin de ça. Ils savent exact. Quand ils arrêtent souvent les chanvres indiens dans les bus, vous savez, ils ne contrôlent pas tous les bus. Hein. Mettez-vous là. Vous allez voir certains bus passer et on arrête d'autres. Quand ils arrêtent souvent les chanvres, les armes dans les bus, vous voyez 5 bus arriver, on arrête un seul. Et c'est là-dedans qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc ça, c'est un faux débat. Je n'ai jamais dit que je soutenais. Je ne peux pas soutenir ce régime. Sauf que, quand vous avez été vaincu une fois sur un plan physique et que vous avez su battre les gens sur le plan spirituel, vous engagez une lutte que vous savez longue. Et cette lutte requiert d'abord une chose, qui est la formation. Et cette formation, c'est ça qu'on appelle la formation citoyenne. Comment voulez-vous aider les Camerounais à se soulever s'ils ne sont pas conscients de ce contre quoi ils se soulèvent? Est-ce que c'est possible? Non, il faut d'abord que les gens... Vous ne pouvez pas rendre socialistes des gens qui sont plongés dans un libéralisme individualiste. Vous devez... Si vous menez ce combat, vous êtes en train de mener un combat en vain. Et j'ai dit dans ma conclusion, peut-être que Edmond était encore dans son éditorial, que pour moi, on ne devrait même pas arrêter ces gars. Parce qu'ils ne servent à rien. Ils nous coûtent cher en prison. À la limite, c'est même un jeu, si je vous dis le fond de ma pensée, c'est un jeu pour fabriquer un leadership. Parce que pour moi, non, si vous voulez que je sois dans le direct, parce que en réalité, je vais aller au fond des choses. Si vous regardez la démarche, la direction de 2018 est la plus facile pour le RDPC. Parce qu'il n'y avait pas élection. Que si on part au Cameroun par espace géographique contrôlé par les partis, si on met les deux coalitions qui se battaient, il y a une qui a déjà gagné, sans même combattre. Et donc il faut arrêter ce débat, c'est un débat éculé. Il faut aller au débat de fond. Notre gros problème au Cameroun, c'est que nous avons un déficit de citoyenneté. Je rappelle à Edmond qu'en fait les partis politiques dans sa constitution, elles sont libres depuis 1966. L'UPC même avait été réhabilité en 1966. Mais comment se fait-il qu'en 1990, on a imposé une relégalisation et personne ne s'est levé contre ça? En 92, 97, un parti, alors que la loi l'interdit, est allé aux élections avec 4 listes. Personne ne s'est levé contre ça. C'est parce qu'on joue avec les Camerounais. Et souvent, ceux qui jouent avec les Camerounais se retrouvent maintenant de l'autre côté. Et c'est eux qui sèment le désordre. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas qu'on en reste là. Il faut qu'on ait un sursaut citoyen. Et moi, je comprends, je suis très content que M. Bignamé ait évoqué cela. Je crois qu'on aura des discussions de fond. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent la volonté d'occuper une place et avec notre volonté profonde de changer de paradigme de gestion. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire qu'il faut qu'on sorte de ce débat politique élu, non élu. C'est perdu depuis. C'est fini, c'est terminé. Le vrai débat, c'est que nous sommes à un point d'inflexion. Avec quels citoyens allons-nous construire le Cameroun de demain? Monsieur Biya est parti. Pour moi, ce n'est pas qu'il est partant. Il est parti. Vous n'allez pas continuer n'est-ce pas, à discuter d'un homme qui est à l'âge de votre grand-père et qui a fait son temps, 40 ans. Vous croyez qu'il va encore faire 40 ans? Même si nous lui ajoutons 10. Mais ce n'est pas lui seul qui m'intéresse. Il m'intéresse avec tous ceux qui ont fait avec lui ce que nous avons, M. Edmond Kamga, si on veut être sérieux. C'est tous ceux-là qui ont fait ces lois. Et nous, à ce moment, nous les combattions. Vous savez, si nous prenons le cas du code électoral que tout le monde aime évoquer, au Cameroun, il y avait une compilation de lois. Le code électoral a été, et ça n'a pas été donné. La preuve, même l'appliquer comme il est mauvais, dépasse souvent les gens. Même le comprendre, je ne parle même pas de l'appliquer, le comprendre. C'est l'occasion pour moi, permettez-moi, de féliciter le maire de Yaoundé 4, parce que j'ai eu un différend à la mairie de Yaoundé 4. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas que le dossier pour les élections est gratuit. On a voulu que je mette un timbre sur mon dossier. Je suis allé à la mairie, j'ai fait mon coup de gueule, j'ai arrêté les services. Le maire est descendu. Lui-même m'a reposé la question. Est-ce que ça ne prend pas les timbres? Je lui ai dit, monsieur le maire, mais vous êtes un élu. Si vos usagers ne le savent pas, mettez, c'est à Elecam de rejeter s'il faut un timbre. Parce que si je mets un timbre, là je suis dans l'illégalité. Et après, je ne vous dis pas aller là-bas. Tous les étudiants qui venaient citer me ont commencé à me dire, monsieur, on ne savait pas. Je leur ai dit, c'est ça.
C'est ça la démarche. Il faut qu'on forme les Camerounais. Maintenant, laissez-moi finir sur l'ONU parce que Edmond veut revenir. On va pas refaire ce Non, en une minute. Non, Vraiment, Cédric, c'est grave. Cédric, je vous excuse, je vous en prie, je vous en supplie. Non, Cédric. Non, ce n'est pas un débat que je veux faire, c'est un message que je vais adresser. Vous avez déjà. Je vous en supplie. Cédric, vraiment, je veux donner la parole. Je veux. Vous me respectez. J'aimerais qu'on puisse donner la parole maintenant à qui est juste à côté de vous, le représentant du MRC, sur les nombres de personnes qui ont été arrêtées. Le gouvernement parle d'environ 118 personnes traduites devant le tribunal militaire à Yaoundé, Douala et Bafoussam, et environ 176 qui ont été libérés, fait savoir le gouvernement. Quelles sont les données que vous avez à ce propos? Vous savez, lorsque je prends le communiqué du gouvernement, porte-parole, j'ai souligné un endroit très important. Je voudrais que le peuple camerounais qui nous soit juge. Lorsque le gouvernement camerounais qu'on connaît dit les contre-vérités gravement relayées et amplifiées par les 10 experts, accuse le MRC d'allégations mensongères distillées par les sympathisants du MRC. Même un bébé qui vient de lancer son premier cri aujourd'hui peut croire un seul instant que le gouvernement camerounais, le régime actuel, et un seul jour dit la vérité aux Camerounais. C'est-à-dire, vous voyez les maîtres menteurs. La question c'est le nom. En train de traiter un rapport que le collectif d'avocats a fait le 23 septembre à 16h, moins de 24 heures après la marche du 22. Et qu'il n'arrive pas à faire une sortie pour démentir ce rapport-là. Le rapport du collectif d'avocats parle de 593 arrestations et détaillé par région. On parle par exemple quand on prend la région de l'Ouest, 67. On entre, on vient, on dit Bandjoun 15, Baham 10, Bafoussam 38, Tchang 4, Bafang 0, Mbouda 0. Vous voyez la fidélité du rapport. Là où c'est 0, on dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation. On revient dans la région du centre, on dit 141, on dit Info 8, on dit par exemple Yaoundé 53. Et on précise ceux qui ont été identifiés avant le 22. On vient par exemple dans le littoral, on dit 383, on dit Douala. Donc le rapport est tellement fidèle. Et maintenant, dans ce rapport, on a même les listes des personnes arrêtées. Dans ce rapport, on a des cas spécifiques de torture, par exemple au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. On précise. Dans ce rapport, si vous voulez que j'aille plus loin, dans ce rapport, par exemple, on parle des cas de Conchou Thomas, Sakan Cyril, Fossi Apollin, Madjouka, constatés dans la ville de Douala, qui ont été blessés par balle. Mais le ministre on n'entre pas dans le... aucun traitement inhumain. Voici le rapport du collectif d'avocats. Ainsi, certains manifestants ont reçu des tirs par balle ayant occasionné de nombreux blessés. Il s'agit notamment de Conchou Thomas, Sakan Cyril, Fossi Apollin et Madjouka. Le même nom. Mais le ministre, on précise. Le ministre de la Communication, il dit qu'il n'y a aucun traitement inhumain à l'encontre des manifestants. Cyril, vous voyez la fidélité de la restitution des faits dans le rapport du collectif d'avocats. Premier constat. Depuis que ce rapport a été rendu public, jusqu'à l'interpellation du gouvernement camerounais par les experts des droits de l'homme de l'ONU, aucune sortie officielle de la part du gouvernement n'a été constatée. Ça veut dire qu'ils ont reconnu les presque 600 personnes arrêtées, 593. Ça veut dire que s'il y a un rapport qui est fidèle aujourd'hui et dont les experts des Nations Unies peuvent utiliser comme objet de bas d'analyse, c'est le rapport du collectif d'avocats qui a été rendu public. Et maintenant, ils viennent reconnaître 294 arrestations. Dieu seul sait que si le gouvernement camerounais dit qu'on reconnaît avoir arrêté 294 personnes, c'est au moins 3 fois le nombre réel. Bon mathématique. Puisque c'est un gouvernement qui nous a promis que la CAN va avoir lieu au Cameroun, la CAN 2019, le jour dit. Le jour dit, le Zolo est entré. Voilà.
C'est le même gouvernement qui nous a dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Aujourd'hui, on voit toute une population camerounaise être décimée. C'est le même gouvernement qui a annoncé qu'il n'y a pas eu marche le 22 septembre, mais qui aujourd'hui reconnaît avoir quand même arrêté près de 300 personnes. Vous voyez que de mensonges et de flops. Donc, la posture du gouvernement de vouloir nier en bloc le nombre exact des arrestations est une posture dilatoire. Ils sont en train de vouloir distraire les experts de l'ONU qui ont raison de les interpeller. Maintenant, il y a autre chose que moi je voudrais relever dans cela, dans ce rapport des experts des droits de l'homme de l'ONU. Ce sont des cas de torture. Dans le rapport, dans le communiqué du gouvernement, il nie toujours. Parce qu'il faut reconnaître que la démarche utilisée ici par le gouvernement camerounais est une démarche d'explication face à son patron. Voilà un gouvernement qui n'a jamais considéré son peuple. Parce que si le gouvernement camerounais considérait son peuple et considérait que des personnes arrêtées font partie de son peuple, ils auraient fait une sortie depuis pour donner l'éclairage sur la situation des arrestations. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que leur patron, c'est-à-dire que l'Occident, les interpelle avant de commencer à se jeter dans les explications. Et maintenant, dans ce cadre-là, ils nient des cas de torture. Qui ne voit pas les images, les vidéos des conditions dans lesquelles sont détenus les marcheurs du 22 au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Les gens qui sont étouffés dans des cellules où on fait des selles. Excusez-moi d'utiliser le terme. On fait des selles. Les gens font des selles devant eux. Ils sont étouffés. On les empêche de respirer, de sortir. On n'ouvre même pas la cellule. On les laisse. Il y en a qui font des besoins sur eux, qui se soulagent sur eux, volontairement. Donc, tout le monde voit ces cas de torture. Il y a une pétition que les détenus du commissariat central numéro 1 ont fait, adressée au commissaire du gouvernement. Ils ont fait une pétition. Nous avons cette pétition-là. Donc, ça veut dire que l'opinion publique nationale et internationale doit retenir que le seul rapport fidèle sur les arrestations du 22 septembre 2020 est celui du collectif d'avocats. Alors, justement, après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, Edouard Fauchivi, pourquoi il y a ces actes de torture à l'encontre de ces manifestants placés en détention? Pourtant, il y a des possibilités d'améliorer les conditions de détention. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Moi, je n'ai absolument rien à dire par rapport à votre question. Je ne vois pas, si vous allez contre les lois de la République, vous devez être torturé. C'est pas torturé, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui avez dit. Je vous pose la question. C'est vous avez dit. J'ai dit, on ne peut pas, c'est vous qui posez, c'est vous qui avez dit. Moi, aujourd'hui, depuis qu'on fait ce débat, je reste sur la cause et je reste sur la position d'un parti politique de formation pour dire que le jour où je verrai, si on m'avait dit que les responsables du MRC ont été torturés et que je connais le nom, j'aurais dit oui. Mais quand on prend un pauvre enfant de fond de Bepanda, de Newbel, de kilomètre 14, et on parle, vous comprenez que les responsables, la politique a changé complètement des données où ce ne sont plus les responsables politiques qui doivent être devant la scène. Est-ce qu'on l'a torturé? Donc, depuis que vous parlez là, vous ne parlez pas de ça. Je dis, entre le rapport qu'il est en train de dire et le rapport du gouvernement, je m'entrais à ce que le gouvernement dit. Parce que s'ils étaient puisque c'est le rapport, il dit que c'est leur rapport qui fait foi, ils auraient au moins montré cette idée. Même en Garbou, ils ont nié qu'il y a un massacre. Je vous en prie, il a la parole. Edouard Fauchivi a la parole. Pierre-Emmanuel, je vous en prie, Edouard Fauchivi a la parole. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ceux qui assurent la garde de ces prévenus peuvent donner autant de maltraitance, comme je peux dire. Parce qu'en réalité, je viens de dire avec Serge tout à l'heure qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Et je le dis à haute voix au monsieur à mon vision. Ces jeunes qu'on a arrêtés, les 600, puisque je vais rester dans son... Puisqu'il faut faire plaisir, faire plaisir à Bihan. Donc, les 1000 qu'on a arrêtés, je me demande comment 300 peuvent aller à Newbel et puis depuis on n'en parle pas. Donc, je dis, on n'a pas besoin de les envoyer là-bas. Je le dis à haute voix.
Et on n'a pas besoin des experts de l'ONU pour venir nous dire de libérer ce jeune. On n'a pas besoin. Frapper sur le tambour lorsqu'on n'a pas chauffé les liens pour la logistique, ça ne résout pas. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que quand on va les laisser, et je reviens sur ça, et que demain, le mardi, parce que mardi, il y a marche, je crois que tous les mardis, il y a marche, il faut qu'ils disent à leur patron de rester devant pour qu'ils viennent derrière. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les tortures. Je me pose la question de savoir, mais regardez-le, M. Biya, on ne l'a pas torturé. Quand il va sortir de cette télévision en descendant, la police ne sera pas là pour l'arrêter et aller le torturer. Serge et moi. Mais on n'arrête que ceux qui sont allés contre les lois de la République. Mais commençons d'abord par éviter de nous mettre contre les lois de la République pour venir pleurer maintenant de principe de droits de l'homme. Pourquoi Edouard Fauchivet, vous ne vous intéressez pas aux motifs de cette marche? Mais les motifs, je l'ai dit. À la crise dans le nord-ouest. Mais le motif, je l'ai dit. La réforme consensuelle du système électoral. Pourquoi le gouvernement n'accorde pas une ouverture avec l'opposition pour pouvoir traiter de ces problèmes-là et mettre fin à ces manifestations de l'opposition? Dans ce cas, il faut bien me suivre. Les partis politiques. Des solutions consensuelles, c'est ça? Nous avons, les partis politiques ont ce qu'on appelle les périodes réelles de revendication. Je dis bien, et je parle sur le contrôle de quelqu'un qui a mené ce combat. Les élections régionales n'ont rien à voir avec la modification du code électoral. Si vous voulez exciter la population, vous les excitez. Je dis bien, le code, la convocation du collège électoral régional n'a rien à voir avec la modification du code électoral. Mais cette modification du code électoral, elle est demandée de... Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Et les CAM l'a demandé. Laissez-moi venir. Les partenaires du Cameroun l'ont suggéré. Laissez-moi venir. L'opposition a revendiqué que ça fait déjà... Monsieur Noufélé, nous sommes en politique maintenant. Il faut bien suivre. Vous n'êtes pas un homme politique. Il n'y a aucun parti politique qui gouverne, comme vient de dire, quitte et quitte. Je dis, comme je dis, quitte. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, vous avez perdu les élections, on dit que dégagez pour que je vienne m'asseoir. Ça se fait, même en France, ça se fait pas. Donc, je dis dans ceci, la modification du code électoral est un enjeu, même moi du RDPC, je le souhaite. Mais tous ceux qui sont de partis politiques de l'opposition, qui savent parfaitement que ce code n'est pas favorable à l'élection présidentielle, ils étaient combien à se présenter? Pourquoi vous comprenez? La bonne revendication d'un code électoral, c'est lorsque la présidentielle est lancée. Je vous donne une image. La Côte d'Ivoire. Regardez ce que les partis de l'opposition de la Côte d'Ivoire sont en train de faire. Monsieur Noufélé, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Les opposants qui viennent chercher... Laissez-moi venir, laissez-moi achever. Il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun. Après l'UPC, monsieur Bignam, suivez le cours, vous êtes jeune. Il n'y a pas de parti politique d'opposition au Cameroun, sauf l'UPC. Parce que l'UPC, dans sa lutte, n'a jamais cherché à être président de la République, mais à former. Tous ceux qui viennent là maintenant ont un principe. Je dis tous les autres partis politiques. Ce n'est pas la formation de base. Ce n'est pas la connaissance du terrain politique. Regardez un jeune, il vient me parler. Qu'est-ce qu'un président d'un parti peut dire? Que si on convoque les élections régionales sans modification du code électoral, sans qu'elle impacte. Est-ce que vous avez peur de modifier le code électoral pour permettre à tous les partis de pouvoir participer à un processus électoral transparent, plus crédible et indépendant? La modification du code électoral se fait dehors, à travers les marches, ou bien ça se fait dans l'Assemblée. Ça se fait où? Je vous pose la question. Ça se fait où, la modification? Ça se fait au niveau de l'Assemblée, d'accord? Il faut que je vous le dise. Lorsqu'un parti politique refuse de participer aux élections législatives, qui donnent le ton pour que les élus au niveau de l'Assemblée nationale posent le problème. Mais mon cher ami, vous pensez que quand on n'est pas allé aux élections législatives pour avoir les députés, dans ce pays, il y a un moment donné où l'Assemblée nationale, les parlementaires de l'Assemblée nationale étaient supérieurs aux parlementaires du RDPC. Il y a eu dans ce pays. Mais s'il était allé aux élections,
et que le problème a été posé. Regardez la différence entre les partis politiques, une démocratie de rue et une démocratie réelle. Le jeune Serge Sébatom du PURS et le Cabral Libi participent aujourd'hui à leur niveau. Cabral Libi pose le problème, même quand il pose le problème de dire modification du code électoral, il est plus entendu que les marcheurs de mardi. Pourtant, le gouvernement ne répond qu'au... Mais le RDPC ne répond qu'au MRC. Mais je vous pose... Monsieur Bouffet, vous me posez la question. Pourtant, le RDPC répond essentiellement au MRC, des actes politiques. Suivez. Il pose le cadre dans un cadre réglementaire. L'Assemblée nationale. Les autres posent dans un ancien. Pour ça, j'ai appelé la démocratie de rue. Quelqu'un qui n'est pas allé aux élections législatives, demandez-lui, il pense qu'il va modifier le code électoral où? C'est le mardi, en marchant? Je suis désolé. Alors justement, votre position a été bien comprise. Serge Soran, le RDPC qui estime que c'est uniquement dans le cadre institutionnel qu'il peut y avoir des réformes électorales et d'autres réformes revendiquées par l'opposition. Au regard de ce cadre institutionnel, pensez-vous que c'est là l'espace idéal, que les voies empruntées par les leaders de l'opposition sont vouées à l'échec? Bon, moi j'ajouterais un autre élément. Et parce que normalement, c'est des choses qu'on ne dit pas en plateau. Mais je crois que les citoyens camerounais qui m'écoutent vont intégrer cela. Face à une loi, il y a deux alternatives. Soit les institutions jouent, soit le jeu de cette loi permet de créer un incident. Je prends un cas simple. Si nous nous préparons à aller aux prochaines élections dans 5 ans, sereinement, ça je le dis par expérience, dans la 5e, là, l'opposition n'est pas entrée là parce que le RDPC voulait. Nous, on a été mis en cellule pour avoir arrêté le processus dans près de 40 bureaux de vote. Et c'est ça qui amène ce changement. Imaginons que dans chaque quartier de Douala, il y ait des listes de partis d'opposition, consensuels ou pas, mais où il y a tous les corps sociaux. Et qu'au sortir de cette élection, les gens, parce que quand vous sortez des bureaux de vote, monsieur Noufélé, vous avez vos résultats. Les gens qui disent qu'ils ont les résultats, qu'ils les sortent, les vrais, ils vont se rendre compte que c'est faux. Vous avez vos résultats. Et sur la base de ces résultats, même si Elekam veut truander, il n'y aura pas moyen parce qu'il y aura des incidents. Et suite à ces incidents, on va changer le code. Mais si vous ne participez pas, vous croyez que les gens qui sont assis vont... Non, moi je dis... Donc, au Cameroun, il reste une étape. Absolument. Sauf que ces incidents... amener le gouvernement... Mais puisqu'il est d'accord avec moi, il m'a dit que... Non, M. Bignan m'a dit ici que ce gouvernement est autiste. Tout à fait. D'accord? Mais s'il est autiste, soyons conséquents. Ça veut dire qu'il nous reste cette voie. Mais cette voie peut s'adosser sur la loi. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, et je dis ici, vous appelez Kamga de Haut-Florange. Moi, je parie que beaucoup d'avocats ne maîtrisent même pas le code électoral. Les gens ne savent pas qu'il y a plus de 21 jours pour faire les listes au Cameroun. Au-delà de 15 jours. Parce que la disposition 188 vous dit que vous pouvez même, sur une liste de 25, aller déposer une liste. Un nom. Et aller compléter. Parce que quand il y aura le contentieux, si vous amenez les pièces, on valide votre loi. Et si après ça, tenez bien ce que je vous dis là. Si après le contentieux, on vous rejette encore, vous avez encore un recours sur 7 jours à Elekam. Vous pouvez aller à Elekam, toujours avec vos pièces. Ce qui veut dire que cette loi, c'est ce que Hilaire appelait souvent les contradictions du code qu'il faut nettoyer. Pourquoi ne pas donner 30 jours au Camerounais avec le contexte? Deuxième chose, les gens évoquent souvent le principe du PV de l'ECAM. Et le fait qu'on dise que c'est l'ECAM proclame la loi, c'est une contradiction avec la loi. Ah oui, parce qu'on dit ceci, que tous les partis présents ont leur PV. Et qu'un PV doit être affiché devant chaque bureau de vote. Si je prends le cas des municipales, ça veut dire quoi en clair? Vous des médias, si vous affichez ces PV-là, vous n'avez pas violé les lois. Vous n'avez pas violé la loi, personne ne peut vous arrêter. Puisque c'est la loi qui le dit, qu'on affiche. Et vous avez filmé ce qui est affiché. Donc, ceux qui disent donc souvent, c'est pas que je vais entrer en contradiction avec eux, hein. Ils auraient pu filmer les 22 000 PV et les montrer aux Camerounais. Donc, sortons de ce débat. Moi, je dis, en fait, on est en train de perdre du temps sur des choses qu'on sait. Nous avons tous dit ici que l'Afrique est victime de la violation impérialiste et que ceux qui nous gouvernent depuis 50 ans ont échoué parce qu'ils n'avaient pas été formés pour se mettre au service de nos peuples. Maintenant, nous avons besoin
des citoyens qui sont conscients qu'ils doivent travailler pour l'Afrique. Et ça ne regarde pas seulement ceux qui sont directement au régime. Si nous regardons à l'extérieur, il y a une pléthore, même dans ceux qui se réclament de l'opposition, qui sont au service de l'extérieur. Il y a une pléthore. C'est pour ça que nous, on en appelle à une démocratie de consensus pour l'Afrique. Et cette démocratie de consensus, comme je le dis et je me fais me répéter, veut que quand il y a un délit politique, qualifions ça ainsi, on prenne des mesures politiques. Là, je m'adresse aux magistrats, aux hommes de loi qui sont là. Ils n'ont pas besoin d'enfermer les petits citoyens qui voulaient se défouler. Quand il y a un problème de fond, comme celui du jeu sur la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur le code électoral, asseyons-nous pour questionner les causes profondes. Et l'une des causes profondes, ce sont ces fameux experts fictifs de l'ONU qui n'ont même pas la qualité de ceux que nous avons au Cameroun. Moi, je vous le dis, je les connais. Ce qu'ils nous ont dit est un faux rapport. Si vous voulez, monsieur Noufélé, parce que ça, c'est des choses qu'on doit payer. Si les gens veulent la contradiction, qu'on appelle ici des gens de ces cabinets. Moi, je sacrifierai une semaine et je vous amènerai les documents fictifs qui circulent partout, même dans les réseaux sociaux, qui sont là pour détruire l'Afrique et la faire reculer. Alors, je suis d'accord avec vous que nous avons un combat. C'est terrible. Un combat. Non, 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 c'est pas terrible, monsieur Bigna. C'est très sérieux ce que je dis. Je ne m'arrête pas. Le collectif d'avocats a fait. Je ne parle pas de votre rapport. Okay. Et votre, même si je m'intéresse à... Ils se sont basés si je m'intéresse sur votre rapport, Maître Sim dans les radios a dit que vous n'aviez pas eu accès aux données dans les polices. Ça veut dire que votre rapport même peut être mis à caution. Donc moi, non, je dis ceci, je prends le cas parce qu'il était, non, Maître Sim était passé, non, Maître Sim est vice-président, il était passé dans les médias. Non, mais monsieur Noufélé, soyons, je vous ai dit que parlons. Je ne rends pas service. Je dis ceci, je n'ai pas parlé de votre rapport, parce que si je m'intéresse à votre rapport, pour moi, les rapports en fait se contredisent souvent. Il faut l'intégrer. Un rapport n'est pas une vérité apodictique. Je suis d'accord avec vous. Alors, moi je dis ceci. Moi j'ai un problème. C'est parce que ça a des avantages. Les droits de l'homme ont demandé une enquête indépendante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à être péremptoires. Puisque c'est l'enquête qui révélera la vérité. Voilà pourquoi même le rapport du RDPC, pour le gouvernement, pour moi, c'est une non-histoire. C'est-à-dire ce que le RDPC fait pour moi. En fait, ils sont là, c'est un fait, mais ce n'est pas sur eux que je compte. Mais je dis ceci, nous devons faire très attention aux injonctions qui nous viennent ailleurs, surtout des organismes de l'ONU. Regardez à travers la planète, il y a une grande bataille, y compris ceux qui ont créé l'ONU, c'est-à-dire les États-Unis. Pourquoi ils veulent sortir de l'OMS? Parce que ça ne leur rend plus service. Ils sont sortis. Pourquoi ils veulent priver certains organismes de l'ONU? Ils ont mis là. Voilà le seul pays qui a refusé de mettre ses citoyens militaires avec toutes les bevées qu'on met dans le monde sous la juridiction de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que c'est une affaire de force et non de droit. Mais ces citoyens et soldats américains ont quand même été jugés dans la justice américaine. Et là-bas, vous êtes ils ont même des les nôtres aussi dans tous les pays. Maintenant, je vais finir en disant ceci. Je vais finir en disant, tous les pays ont ça. Tous les pays jugent leurs militaires à la cour martiale. Tous les pays jugent. Les États-Unis, c'est le pire pays au monde en matière de droits de l'homme. Vous éloignez du débat. Vous éloignez du débat. Respectons la souveraineté et l'indépendance des États-Unis. Pour le Cameroun. Restons qu'il reste une grande nation dans le monde et qui a un système démocratique qui est dans le classement des ONG. Dans le monde entier, l'un des meilleurs par rapport au Cameroun. Je vous en prie. Sur une question qui éveille la conscience des Camerounais sur lesquels ils sont en train de se prononcer à travers les réseaux sociaux, c'est la fameuse taxe douanière par voie numérique sur les téléphones portables. Ça, ils seront, vous avez vu cette levée de bouclier des Camerounais qui s'étonnent de ce nouveau dispositif annoncé par les différents ministres, à la fois des postes de télécommunications et ministère des Finances. Que pensez-vous de ce nouveau dispositif? Il est illégal, illégitime, et il faut que les avocats, qu'il y ait des collectifs d'avocats qui saisissent rapidement les Pourquoi juridictions. Vous estimez qu'il est illégal et illégitime? Déjà parce que ce n'est pas aux citoyens de payer les taxes de douane sur un schéma. Non, laissez-moi terminer, monsieur Fauchivé.
Attendez, pourquoi quand les voitures entrent clandestinement au Cameroun, on ne vient pas vous demander de payer la taxe douanière? Qui est chargé de prélever les douanes? Et où? N'est-ce pas aux entrées des marchandises? Je vous dirai. Maintenant, deuxièmement, comment va-t-on être sûr que mon téléphone à moi n'a pas payé la douane? Et pourquoi? C'est à travers mon argent, donc mon portefeuille. De quel droit peut-on entrer dans votre compte bancaire sans votre avis pour vous prélever de l'argent? C'est pas illégal? C'est illégal. C'est illégal, non? Tout à fait. Bon, à partir de ce moment, et même, ce n'est même pas comme ça. Comme les taxes relèvent de la loi de finances, comment se fait-il qu'un ministre... C'est pour ça que je dis souvent que M. Fauchivé, il est temps. Et je pense que vous êtes écouté. Et j'espère que vous êtes écouté. Qu'on arrête d'avoir un gouvernement pléthorique d'incompétents et d'oisifs. Vraiment, que les Camerounais... J'ai dit que si on prélève 5 francs dans votre téléphone, ne payez plus le courant et l'eau. Et à partir de ce moment, si les agents se présentent, eh bien, gérez-les comme on doit gérer un brigand, parce que c'est des voleurs. Voilà, j'en termine là. On n'appelle pas à l'insurrection. Ce n'est pas l'insurrection. Comment on fait la justice quand on vous a volé de la banque? Mais Edouard Fauchivé, vous qui êtes expert des questions économiques, logistiques et transports, vous avez suivi cette levée de bouclier de la part des Camerounais, vague de contestation de cette nouvelle disposition de la taxe et droit de douane par voie numérique sur les téléphones portables. Le schéma indiqué par le gouvernement pour prélever ces taxes pose problème. Quel est votre regard sur ce sujet? Vraiment, là, je vais tout à l'heure vous surprendre, mais il faut déjà planter le décor, je vous en prie, pour que vous compreniez. Dans le commerce international, la douane, toute marchandise qui traverse une frontière doit payer normalement la douane. Dans la logique, le consommateur paie la douane invisible. Ça veut dire que la douane est payée par l'importateur, mais chaque consommateur paye la douane, il faut le dire. Ça, c'est très important. Maintenant, l'État, dans le cadre de la COMI, acte au commerce illicite, l'État avait prévu une entrée. Et c'est là où il faut être. L'État a le droit, soit de faire payer en amont la douane, mais si c'est un aval, possible aussi, mais les données doivent être changées. C'est ça qu'il faut donc comprendre. Donc je crois que ceux qui nous suivent comprennent. On peut bien, le consommateur peut bien payer la douane. Il faut bien le dire. Mais sauf que, pour qu'il paye la douane, il faut que l'État mette sur pied ce qu'on appelle les garanties. Quelles sont ces garanties? Et c'est donc là où j'arrive. Donc, quand on dit si en amont il y a eu faillite et qu'on a pu prélever donc les droits de douane sur cette marchandise, la faute c'est pas le consommateur. Il faut le dire, c'est pas le consommateur la faute c'est normalement au cercle qui avait le droit normalement de veiller. Et c'est pour ça que le rôle de la douane n'est pas le recouvrement dans l'économie. La douane a le rôle de contrôle et de sécurité de marchandises. Ça veut dire qu'une marchandise ne peut pas entrer sur le territoire sans pouvoir payer la douane. Ouais. C'est pas le rôle de la douane, c'est pas le recouvrement. Et c'est donc, normalement, quand j'ai dit ça, vous comprenez que entre la direction de douane, le ministre de Finances et le ministre de PTT, de Poste et Télécommunications, qui vont s'asseoir pour faire comprendre aux consommateurs qu'il devient aujourd'hui un maillon pour payer la douane. Excusez-moi de dire, l'État de ce côté n'a pas fait son travail. Parce que le circuit qu'ils sont en train de mettre sur pied à travers le numérique montre que dans le cadre de la déclaration par masse, parce que quand on dit déclaration par masse et déclaration par individualité de masse, vous ne pouvez pas prendre un sac de riz du Pakistan pour venir dédouaner au Cameroun. Vous comprenez pourquoi je parle de masse. Vous allez faire venir un navire. Donc là, ça se voit. Mais ces appareils dont on a en main, vous pouvez faire entrer 200 téléphones par un coup de vol, je vais dire transport aérien, sans que ça se voit. Vous pouvez, dans le cadre des empotages des conteneurs, mettre les téléphones au fur et à mesure à l'intérieur sans que ça se voit. Donc c'était à la douane de mettre les stratégies pour que tout ce qui entre
puisse être visible pour pouvoir payer la contrepartie douane. Maintenant, vous dites que le consommateur va payer. Eh bien, si le consommateur, puisque le consommateur le payait, il faut dire, le consommateur payait la douane, mais elle était invisible. Prenons un cas simple. Un téléphone qui était vendu sur le marché au Cameroun à 100 000 francs, ça dit qu'il y avait 33 000 de douane, déjà. Donc en réalité, le téléphone entré au Cameroun avec tout coût logistique 67 000. La question maintenant, et la garantie dont je parlais, est donc là. Si ce téléphone, premier niveau, je dois payer 33 000, ça suppose que je dois acheter un téléphone à 67 000. On est d'accord? Oui, oui. On est d'accord. Mais sauf que, lors de ce trio, le ministre de Commerce était invisible. C'est le ministre de Commerce qui est le ministre de prix. Voilà. Vous voyez le ministre Mbaga souvent dans le marché en train de dire le sac de riz, il faut fermer ici. C'est lui le ministre de prix. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, M. Noufélé, que vous arrivez tout à l'heure au marché de téléphone, qu'on vous vende un téléphone à 150 000. Si on vous vend à 150 000, vous payez 33 000, ça veut dire que le téléphone vous a coûté 183 000. Oui. Ce sont ces garanties. Et ça, c'est le rôle de l'État. Lorsque le ministre descend pour dire que le sac de riz est monté à plus de 2 000 ou bien le sucre, etc., vous le voyez, parce que la direction de prix est avec lui et ils connaissent le prix. L'architecture des téléphones qui sont sur le marché camerounais, c'est où? Il fallait donc qu'il y ait cette architecture de prix. Par exemple, mon téléphone, c'était un Nokia 10. Il fallait donc qu'on dise Nokia 10, arrivé au Cameroun, 400 000. Droit de douane, 33%, ceci. Ça veut dire que si c'est 400 000, tu achètes sans douane, et si on veut payer maintenant, on paye 33% de 400 000. Là, si vous allez acheter des douaniers, vous payez 400 plus la douane. Si vous achetez non des douaniers, vous payez 400 000. Ça, c'est l'État qui met ses garanties. Deuxième chose, le paiement me gêne. Pourquoi il vous gêne? Le paiement me gêne parce que je ne peux pas voir, je ne peux pas croire que le directeur de douane ou bien le ministre de Poste et Télécommunications pense que le crédit de communication est devenu maintenant un truc d'instrument de paiement. Parce qu'en réalité, c'est que quand on va vous dire de payer, c'est votre crédit de téléphone qui va payer. C'est pour ça que la BA, les sociétés comme Orange, les téléphonie mobiles sont en train d'alerter la Banque centrale pour demander est-ce que vous accordez, parce que si vous prenez le crédit téléphone comme élément de paiement, mais la Banque centrale va vous frapper parce que la banque, cette monnaie ne sera pas contrôlée par la Banque centrale. Donc les 45 milliards qu'on dit va échapper au contrôle de la Banque centrale. Ça, c'est un danger. Donc, je dis ça. Donc, ce n'est pas question de politique ici. C'est question ici de dire que le consommateur peut payer la douane, mais il faut protéger le consommateur. Justement, ça a été compris. Vous avez soulevé des appréhensions que vous venez de suivre, Pierre-Emmanuel Bignam, de nombreuses appréhensions et des zones d'ombre autour de l'initiative du gouvernement pour mettre en application ce dispositif de collecte des droits et taxes de douane pour avoir le numérique sur le téléphone portable. Pour vous, quelles sont les failles que vous avez pu identifier? Je tiens d'abord à, parce que nous sommes fair play, à féliciter M. Faucheveux sur la pertinence de son analyse sur cette question-là. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent de la part de beaucoup de ses camarades. Vraiment, M. Faucheveux, mes félicitations. Bon, maintenant, revenons sur cette fameuse taxe-là. Il faut que les Camerounais sachent que ceci arrive. Je vais questionner les causes qui ont poussé à ce qu'on arrive là. Ceci arrive, première chose, à cause de la porosité de notre douane. Non, non, la porosité de frontière, pas de la douane. Non, je dis la douane, beaucoup plus. Parce que les téléphones, les smartphones, qu'on appelle généralement les devices, smartphones, tablettes, mobile broadband, c'est-à-dire que les routeurs, Wi-Fi, les flybox, c'est mon domaine. La plupart du temps, selon les termes du commerce international, je parle sous le couvert d'un expert en logistique, on parle, selon les incoterms, on parle de FOB, de Free On Board, de différents prix, et on parle de CIF. Avant le CIF, c'était le CIP.
Aujourd'hui, c'est le CIF. Le free on board vous dit que c'est le prix, pas à l'usine. Parce que l'une des choses qu'on doit questionner sur cette loi, quand on parlait, la loi parle du prix usine. Non. Non, S-Word, c'est pas possible. Le FOB n'est pas S-Word. C'est pas le prix usine. C'est pas le prix usine. Le prix usine, c'est S-Word. Voilà. Donc c'est un prix, le FOB c'est un prix sur lequel on a déjà mis tout ce qu'il y a le coût de production. Voilà. Maintenant, quand on revient au niveau de la douane, ce que je veux faire savoir, c'est que 95% des smartphones et tablettes au Cameroun n'entrent pas par les bateaux, par le port. Oui. Mais c'est par air. C'est-à-dire quand on fait, puisque c'est quelque chose que je fais constamment, quand on fait une proforma à une société, par exemple, de téléphonie mobile qui est en train d'importer ou à un distributeur, on met la voie de transport utilisée, on met air by air. Donc 95% entre par l'aéroport. Oui. Ça veut dire que au niveau du dispositif, le dispositif que l'État a déployé de la douane au niveau de l'aéroport, c'est ce dispositif qui ne fait pas le travail. Attendez les téléphones par mer, 1000 ans ça ne viendra pas. Aucun importateur ne peut faire un conteneur de téléphone. Donc maintenant, puisque c'est des unités, si on vous montre 10 000 smartphones, ici là, on présente ça, c'est dans une petite caisse, on dit 10 000. Donc généralement, ça vient par air. Donc maintenant, lorsque vous voyez la réaction par exemple du DG de Orange Cameroun, ça montre tout simplement que les opérateurs en question, mobiles, les importateurs, et même nous, les consommateurs, les utilisateurs de ces outils-là, n'avions pas été convoqués sur la table de débat qui allait aboutir à cette loi. Voilà pourquoi les opérateurs mobiles, les importateurs, se désolidarisent déjà lorsqu'ils convoquent la BEAC pour confirmer la faisabilité de ce projet-là en termes de recouvrement. Il y a aussi la faisabilité technique aussi qui se pose sur l'identification. Maintenant, la société qui a été retenue pour la plateforme de prélèvement de ces taxes. Voilà, la société privée qui a été retenue pour la plateforme de recouvrement de cette taxe-là n'a pas encore fait ses preuves ailleurs. Nous n'avons pas de référence de cette société-là ayant exercé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, ou même en zone CIMAC, dans ce domaine-là. Autre chose, le gouvernement camerounais, ce que le gouvernement camerounais doit aussi dire clairement en termes de communication gouvernementale, parce qu'il faut aussi questionner la communication. Tout à fait. Beaucoup de nos citoyens sont perdus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la bonne information. C'est que le gouvernement est face à un dilemme de stratégie de recouvrement des taxes sur les téléphones ou sur le mobile money. Cette politique a été lancée en 2018 par la plupart des pays africains, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Rwanda, le Sénégal. Et quand on prend par exemple le modèle kenyan, le modèle kenyan est le suivant. Ils ont baissé, ils ont même presque annulé la taxe sur l'importation des smartphones. Maintenant, ils ont mis des droits d'assises qui sont passés en 2018 de 10% à 12% sur tous les transferts mobile money effectués. C'est vrai que ça a soulevé beaucoup de remous auprès de la population des consommateurs, mais Safaricom, qui est le principal opérateur avec plus de 70% sur le marché kenyan, a finalement fléchi. Parce que le mobile money au Kenya est utilisé par 95% de la population. Pendant qu'au Cameroun, le mobile money est utilisé par 40% des abonnés. Et les abonnés mobiles au Cameroun, c'est 19 millions d'abonnés confondus. Et dans les 19 millions, 40% utilisent le mobile money. Et c'est l'une des moyennes les plus basses en Afrique centrale parce que le Gabon est à 43%. Donc l'Afrique centrale est en retard sur ce domaine-là par rapport à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique australe, dont les moyennes sont autour de 75-90%. Alors, l'effort que le gouvernement camerounais doit faire, ou le dilemme qui se pose, c'est que c'est vrai, si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire a aussi utilisé le modèle kenyan, mais ça n'a pas marché après. Pourquoi? Parce que
En Côte d'Ivoire, ils ont appliqué la TVA à 18% sur ces retraits-là, plus 0,5% comme droit d'assise. Ça revient à 18,5%. Mais si on prend un cas, que vous faites par exemple 1 million de mobile money de transfert en une année, ça va faire beaucoup. Par contre, pour utiliser un smartphone sur lequel on applique, et vous utilisez ça, on applique la taxe, vous utilisez ça même pendant 2-3 ans. Sauf que le vrai débat aujourd'hui au Cameroun, c'est le montant de cette taxe-là. 33%, c'est trop. Justement, et le gouvernement... 33%, c'est tôt. Donc, maintenant, lorsqu'on questionne tous les autres modèles, on comprend que, pour dire vrai, ça c'est ma position, pas celle du MSC, parce que le parti ne s'est pas encore prononcé dessus. Ma position, pour dire vrai, c'est qu'on revienne à l'ancienne façon de faire. Qu'on revient à l'ancienne façon de faire, mais qu'on renforce le dispositif au niveau de la douane. C'est-à-dire que les opérateurs mobiles et les importateurs continuent à payer la taxe douanière, qu'ils vont répercuter sur le prix de revente publique avec leur marge bénéficiaire. Justement, et un débat qui se pose également, Edmond Kangia, c'est la faisabilité technique d'identifier des abonnés qui se connectent pour la première fois à un opérateur téléphonie mobile. On a vu les différents opérateurs poser le problème, la faisabilité technique, mais d'aucuns estiment qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait une visibilité sur le réel chiffre d'affaires effectué par ces opérateurs et permettre à l'État de mobiliser environ 45 milliards de francs CFA si jamais cette nouvelle disposition venait à être appliquée. Quel est votre regard sur cette fiscalité qui vient peser sur les Camerounais? D'abord, je m'associe aux propos de tous les autres co-panélistes sur les observations, les remarques pertinentes, les réserves formulées et le souci des garanties pour protéger le consommateur. Là, c'est très important, des garanties pour protéger le consommateur, parce que si cet aspect-là n'est pas pris en compte, je crois que le consommateur va payer 2 fois. Et ce serait injuste, catastrophique et désastreux. L'autre chose, c'est qu'il est important, et ça aurait dû être fait avant, qu'il y ait eu des concertations entre les parties prenantes pour discuter de la question, le privé et le public, et pour qu'ensemble ils voient quelle est la meilleure formule à adopter pour que l'on puisse facilement permettre de payer les taxes et que ces taxes ne soient pas lourdes pour le consommateur final, parce qu'en réalité le problème est là, et le montant qui est élevé et le fait que le consommateur a l'impression que l'importateur est privilégié par rapport à lui. Ça devient un crime, un délit pour le consommateur de s'acheter un téléphone pour en jouir personnellement et pour ses activités. Et ça va décourager davantage au niveau des politiques publiques en place sur en matière de numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites par le gouvernement et dans la plupart des pays en Afrique et partout à travers le monde. On a besoin du téléphone, on a besoin d'Internet. Et si déjà les taxes sont aussi élevées, il me semble que ce sera difficile. Je voulais de permettre au pays d'avancer. C'est pour dire que, toujours à travers ce que M. Bignard dit, en voie de solution, bien retourné, mais il y a autre chose. C'est que nous nous engageons aujourd'hui vers l'économie numérique. Oui. Si cette taxe aujourd'hui décourage la population, l'économie numérique est foutue. Oui. Ça c'est d'un. Oui. Et de deux, maintenant, l'État, au vu de la proposition faite par M. Bignard, l'État peut faire une technique de contournement. La technique de contournement, c'est quoi? C'est de faire la production maintenant de téléphones locaux. Oui. On fait les chaînes de production ici, et puis la douane est égale à 0. La douane est égale à 0. Chacun sait que quand le téléphone sort de côté, la chaîne de Bassa, ça coûte 20 000 francs, donc je dois payer par exemple de 33%. Ça ne va pas gêner le consommateur. Donc il faut mettre une chaîne. Justement, c'est maintenant la parole. Lorsque le gouvernement le fait, des parlementaires estiment que le gouvernement peine à pouvoir boucler ses engagements budgétaires et à la recherche de l'argent pour faire face à ces déficits, et que même 2021 pourrait être davantage difficile en matière d'augmentation des impôts sur le contribuable camerounais et sur les citoyens ordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les parlementaires camerounais font de la politique politicienne.
je parle sous le contrôle de M. Edouard Forchier, le gouvernement de M. Biya a suffisamment d'argent. Et il ne faut même, c'est pour ça que pour moi, il n'est même pas question de leur donner l'occasion de continuer à essorer les Camerounais dont le pouvoir d'achat a atteint la lie. Il n'y a pas besoin de cette taxe pour moi, c'est-à-dire il faut arrêter ça. Il faut cesser de faire des Camerounais pour des moutons de panurge et des vaches à lait contre à volonté. Le Camerounais a son pouvoir d'achat qui ne lui permet même pas de vivre décemment, sauf pour ceux qui sont dans le camp des ayants droit de tout et qui prélèvent à tout moment. Prenez seulement les parcs automobiles de tous les ministères et des directions générales. Si on les liquide, on aura suffisamment de réserves pour résoudre le problème. Deuxièmement, je crois qu'il faut qu'on change de paradigme économique. Nous ne devons plus être dans une économie d'importation massive. Dans tous les pays qui veulent se développer, même les véhicules doivent être montés pour permettre aux Camerounais qui veulent le faire. Regardez pourquoi il y a une implosion de motos. Oui. Parce que les gars ont résolu le problème. On les monte ici, là. Oui. Et même la Covid-19 vient de nous donner une leçon. On l'a soigné. Et si nous ne résolvons pas ce problème en regardant ce qu'on a fait avec la Covid, nous allons encore avoir 50 ans de recul. Donc pour moi, premièrement, si les parlementaires veulent nous aider, d'ailleurs ne font pas le poids, mais le problème, ce n'est pas de crier sur les toits, c'est de venir mobiliser les populations pour être contre cette taxe, je le dis une première fois. L'autre chose que j'ai évoquée ici, et ça a fait rire certains, c'est que l'eau et l'énergie sont des instruments de développement. Au stade où le Cameroun est, beaucoup de Camerounais travaillent chez eux et s'en sortent pas des petits boulots qui dépendent de l'eau et de l'énergie. Il n'est pas question que parce que vous avez un mois d'arriéré, on vienne vous priver d'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut qu'on cesse de priver les pauvres Camerounais dont certains peinent à avoir leur retraite parce que des gens en service dans l'État ont, n'est-ce pas, spolié le bien public. Il y a des retraités qui n'ont pas de quoi vivre et on vient leur priver de l'eau parce qu'ils ont un mois d'arriéré. Mais il faut arrêter ça. Et j'exhorte les futurs, n'est-ce pas, exécutifs régionaux à prendre des décisions dans ce sens. Si la société Camwater ne peut pas servir les Camerounais, eh bien qu'on la fasse imploser et qu'on crée d'autres sociétés dans chaque région. On ne peut pas être dans un pays où chaque département a un nombre de cours d'eau et l'eau, c'est l'élément le plus facile. On peut prendre l'eau des caniveaux et on la transforme de manière la moins coûteuse et vous la consommez, vous n'aurez aucun problème. Deuxièmement, l'énergie électrique. Eh bien, il faut qu'on sorte de ces désordres où on pense qu'il faut que les gens viennent de l'extérieur pour gérer notre courant. Et vous payez pour avoir un branchement, vous faites 6 mois. Après, on commence à vous embêter tous les fins du mois. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que les quelques barrages que nous avons, déjà nous ont coûté pour certains 4 fois de leur prix exact, dont l'argent est allé dans les poches des gens qu'on connaît. Il faut que ces gens rendent gorge et qu'on commence à fonctionner. Maintenant, je pense pour les Camerounais, une fois de plus, parce que j'ai l'impression qu'on veut sortir, je réitère mes condoléances à la famille du combattant Kisamba et à toute la famille des patriotes camerounais et africains. Et avant de clore cette émission, Edmond Kambia, un mot sur le commandant Kisamba qui de l'UPC qui s'en est étalé, vous qui avez travaillé sur son parcours politique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au moment où nous mettons un terme à cette émission? Oui, effectivement, le commandant Kisamba, son nom de guerre, est une grande figure de l'histoire politique du Cameroun et de l'Afrique. Du Cameroun parce que c'était quelqu'un, un grand combattant à l'UPC, un formateur militaire, un instructeur, et il a, à travers l'UPC, qui avait de bonnes relations avec de formations politiques à travers le continent, dont le FLN, le MPLA en Angola, dans d'autres pays en Afrique, l'UPC, à travers lui, a pratiquement exporté l'expertise. Et au point où je peux vous dire, sans me tromper, que le commandant Kisamba a participé à la lutte de libération de l'Angola. L'indépendance de l'Angola, c'est un fruit de l'UPC, c'est un fruit du commandant Kisamba et de ses camarades, parce que c'est grâce à eux qu'ils ont pu faire face à l'adversité de la puissance coloniale et d'autres puissances, d'autres formations politiques du pays qui étaient soutenues par l'Afrique du Sud et par d'autres puissances coloniales. Et je me rappelle même que lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance et que le pays a commencé à démarrer jusqu'à la mort du premier président Agostinho Neto, il a
promis et réalisé fait en sorte que l'UPC, tous les UPCistes qui viendraient en Angola seraient chez eux. C'est-à-dire tous les Camerounais de l'UPC sont chez eux. Et il avait un statut particulier en Angola. Nous avons été très surpris qu'il revienne au Cameroun. Parce que Agostino lui avait permis, n'est-ce pas, d'occuper son domicile, d'avoir les mêmes droits que lui, chef d'État. Et quand il quitte l'Angola pour le Cameroun, pour la promesse que Paul Biya lui avait faite, qu'il revienne au pays pour réconcilier le peuple et tout, les Angolais lui avaient dit, si ça ne marche pas, retourne en Angola. Et c'est là notre pincement de cœur, parce que nous savons que s'il était retourné en Angola, après toutes les vicissitudes, les turpitudes qu'il a connues au Cameroun, il sera encore vivant. Permettez-moi de lui rendre cet hommage Kissamba. Et pour tous les nationalistes aussi. Merci. C'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Edmond Kambia, Edouard Fauchivé, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, Messieurs Serge Ferrand et Pierre-Emmanuel Bignam, d'avoir participé à ce débat. C'était la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.